refait la réunion avec Iris Jardin, spécialiste piscine, spa et arrosage. Visitez notre boutique à Saint-Pierre ou sur irisjardin.re. Sur RTL Réunion, on refait la réunion. Et nous sommes partis, mesdames, messieurs, le 02 62 234 567, la libre antenne jusqu'à 10h. Comme chaque matin, nous sommes, vous me le confirmez, Yannick Pitou, en direct, chef d'orchestre de la page Facebook d'RTL Réunion. Et puis, vous appelle, comme Benoît qui vient de s'inscrire, d'ailleurs, faites comme lui, le 02 62 234 567, Yannick Pitou et Johanna Martin. Et tout à fait. Nous sommes ensemble, finalement, comme tous les jours de la semaine, hors jour férié du lundi au vendredi, donc jusqu'à 10h. 2 heures de libre antenne. Pourquoi vous attendez un jour férié à venir ou pas, non? Non. Non, mais là, non. Non, mais là, c'est fini. Mais je le dis au cas où, en fait. C'est ça, voilà. on sait jamais. Donc, vous pouvez nous appeler comme chaque jour pendant ces 2 heures. Cette émission vous appartient quelque part. Vous pouvez nous appeler au 02 62 234 567. Et ce matin, on a souhaité apporter un peu plus de piment, on va dire, de changer un petit peu, d'innover avec un interlocuteur, un invité qui sera avec nous d'ici quelques instants. Oui, forcément, il cherche le chemin du studio, voilà. il arrive. Il a pris une carte, mais on a oublié de lui dire que les bâtiments sont c'était grands. simple. Voilà, les bâtiments sont très très grands. Et oui, voilà. Michel Poulart est avec nous ce matin, il arrive. Ne vous inquiétez pas, conférencier international, spécialiste de l'optimisme et de l'audace. Vous êtes nombreux à nous dire l'actualité est morose. Évidemment, c'est vrai. Vous avez raison. C'est pour ça qu'on a voulu mettre un petit peu de peps aussi à cette émission, un petit peu de peps positif. Exactement. Voilà. Donc, on en a besoin de temps en temps. On va parler d'optimisme dans quelques instants. On parle pas de la Covid, je suis déçu. On peut parler de Covid. Ah, les sujets restent libres, évidemment, et l'émission ne change pas. Vous êtes ici chez vous, toujours au 02 62 234 567. Ça ne change pas. D'ailleurs, je crois qu'on n'a pas encore évoqué ce qu'on mangeait ce soir, puisqu'on est c'est vendredi, c'est la coutume. Donc, qu'est-ce qui se passe vous pouvez pour aussi moi, ce sont venir, des lasagnes. pas mal. Ouais. Vous pouvez venir Faites essayer maison. vos repas. Faites maison. Faites maison, même les pâtes en elles-mêmes. Il faut que vous vous y mettiez. J'ai la machine tout à et l'heure. tout là. Bon, allez 02 62 234 567. Benoît que l'on accueille à l'instant et puis Jean-Pierre qui vient de s'inscrire juste après. Bonjour Benoît. Bonjour. Benoît. Oui, bonjour. Dès qu'il arrive, il emballe très vite la machine. De façon que, comme ça, j'espère qu'il garde le même rythme jusqu'à 10 heures. Sur un petit mot sur le Covid, moi, je constate que, moi, je parle très rarement sur le Covid, parce que comme il voit le préfet qui est tout le temps en train de décider avec Madame Ladoucette et Monsieur Ladoucette de l'ARS, toujours un homme, une femme qui décide pour 800 000 habitants. Et je pense que, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas dans ce pays-là. Qui décide, d'une certaine manière, mais il consulte les maires. D'ailleurs, prochaine réunion avec les maires, ce sera mercredi. Oui, mais consulte des maires, instances aussi, des scientifiques aussi. Les maires, là. Les maires, souvent, des fois, je ne l'ai pas en contact du tout avec la population. Je l'ai enfermé dans un bureau là-bas. Sauf quand c'est la période des élections. Là, je viens décider sur le terrain. Bref, ça, c'était le premier point. Et nous revenons sur la politique avec la condamnation des JPV, là, l'ancien maire de Saint-André. Oui, Jean-Paul Virapoulet. Oui. JPV pour les intimes. Voilà. Et pour moi, la justice a été très, très dure envers cette personnage-là. Je ne dis pas qu'il n'est pas coupable, mais pour une histoire de terrain, je pense qu'il est quand même un peu bizarre. Et moi, j'espère aussi que la justice sera exemplaire comme l'a été envers M. JPV, Jean-Paul Virapoulet, vis-à-vis de toutes les autres élus de la Réunion. Parce que comme il constate dans des élus, certains élus, catégories de personnes, qui passent à travers les mailles du filet, pourtant c'est des gros poissons. Parce que normalement, le filet là, c'est les petits poissons qui passent à travers, c'est pas les gros poissons. Bref. Alors, on revient sur le congrès des maires. Tu connais, là, il y a une grande messe à Paris, là, dernièrement, là, depuis quelques jours. Là, cette semaine, exactement, on en a parlé. Et on va continuer à en parler lundi avec le maire de Saint-Benoît, Patrice Célie, qui y reviendra, figurez-vous, dans On refait la réunion midi. Oui, les viennent parler avec les maires, mais qui vote pour ces gens-là? C'est la population. Comment toujours les votants, en fait. Oui, c'est nous. Vous avez raison. C'est nous. Oui. Nous. Et le problème, là, je constate encore une fois, les pas coutumes, que c'est toujours la population, là. Ils votent, ils votent. Mais quand ils arrivent pour discuter, pour donner des idées, faire des propositions, là, ils s'accachètent. Ils laissent toujours ces gens-là à la manette. Comme ils regardent actuellement les maires qui défilent à Paris là-bas, et là, été reçu par le Papa Noël,
Parce que là, l'invite à autres, les DJ là-bas, pour donner à autres cadeaux. Vous comprenez? Et moi, je me dis que cette histoire de congrès des maires, là, monsieur, honnêtement, là, ça, c'est un gaspillage d'argent. Vous comprenez? Tous les ans, il y a une polémique. C'est un marronnier, comme on dit dans le métier. Exactement. Tous les ans, on dit, ce sont des dépenses. Oui, après, Benoît, ne pensez-vous pas que quand même certaines discussions et certaines causes méritent d'être défendues en présentiel aussi, qu'un contact malgré tout des gens, on arrive peut-être à davantage de choses, même si on est en période Covid, même si l'argent public c'est une grande question, etc. Des fois, il faut rencontrer les gens. Non, je ne sais pas. Non, mais d'accord qu'il faut discuter, il faut des échanges, tout ça. Mais moi, je pense que sincèrement, la plupart des maires à La Réunion, c'est intéressant, c'est les voyages, les billets d'avion, les hôtels, c'est battre un petit carré à Paris là-bas, pour donner un petit peu de blason. Mais vis-à-vis des conséquences, les répercussions au niveau sur le terrain à La Réunion, c'est zéro. Mais tu pas 100%, hein. Moi, je pense que 90% des maires, je ne vais pas là avec ça. Vous comprenez? Et là, moi, je pense que c'est un gaspillage d'argent et que cet argent-là, et comme l'État actuellement est déjà endetté, par exemple, à La Réunion, par rapport à la crise sanitaire, tout ça, pourquoi ne pas prendre cet argent-là et de mettre dans une caisse pour pouvoir utiliser par rapport aux besoins, par rapport aux conséquences de la crise sanitaire. Et moi, je me dirais aussi pour terminer, oui. Voilà, et bon, moi, l'échappe à moi quand même, que bon, ben malheureusement, moi, la perte de fil, et bon, ben c'est pas grave. C'est pas de notre faute. C'était peut-être. Ce sera pour la prochaine fois. Ça sera pour la prochaine fois, il n'y a pas de souci là-dessus. Le temps est là, par contre, monsieur, c'est vraiment un bon week-end. Hein. Allez, merci. Pareil. Merci à vous, Benoît. Merci beaucoup. Dans quelques instants, la suite au 02 62 234 567 avec Jean-Pierre qui s'est inscrit, disais-je, et notre invité, ton studio, Yannick Pitou, avec vous, Johanna Martin. Et oui, et on vous l'annonce depuis ce matin. On vous dit que la libre antenne sera un peu différente. On vous dit qu'il y aura un peu d'optimisme dans cette libre antenne. On l'a d'ailleurs écrit sur la page Facebook, sur le live qui a été lancé. Vous pouvez nous suivre en direct. Samy est heureuse de cette parenthèse quelque part. Oh, super idée, un peu d'optimisme, ça va nous faire du bien. Merci. Et oui, nous faire un peu de bien dans cette actualité parfois, souvent morose. Ce vendredi, c'est une libre antenne que l'on vous souhaite revigorante, effectivement. On refait la réunion spéciale avec Michel Poulart. Il est conférencier international, spécialiste de l'optimisme et de l'audace. On lui a lancé un défi, plutôt qu'une interview classique. Question-réponse. Allez-y, répondez. Non. Vous venez participer avec nous à la libre antenne. C'est mieux. On échange ensemble pendant 2 heures, comme d'habitude. Et lui, il a dit banco, tout simplement. Et c'est pour ça que vous le voyez à l'image. Ce sont les auditrices et les auditeurs qui amènent les sujets au 02 62 234 567. Et on en débat donc avec Michel Poulart, l'auteur du succès en librairie Pour réussir, oser, échouer, est donc avec nous pendant ces 2 heures. Un peu moins de 2 heures maintenant, mais il restera du temps pour réagir. N'hésitez pas et osez appeler donc au 02 62 234 567. Bonjour à vous, Michel Poulart. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci de venir. Quelle bonne humeur. On voit même à travers les masques que vous souriez grâce à vos yeux. Tant mieux, parce qu'on aime ce qu'on fait. Et parce qu'il fait beau et parce que on va parler de choses intéressantes ce matin avec vous. On dit de vos conférences qu'elles sont une expérience inédite et positive. Le magazine Challenge, par exemple, écrit qu'il y a fort à parier que vous terminerez debout en applaudissant à tout rompre. Pour l'autre magazine Forbes, les collaborateurs repartent saisis et stimulés, des conférences touchantes et incitatives. Et enfin, Le Monde, un journal qui n'est pas toujours joyeux, clame carrément. Il est hilarant sur scène. Mais pourquoi autant d'amour à votre égard, Michel Poulart? Parce que je pense que je transmets l'optimisme et je le transmets moi-même en l'incarnant. Et si je veux que les lignes bougent en France, en métropole, ou voire même aux 4 coins du monde, parce que je la fais en anglais aussi, si je n'incarne pas moi-même le message que je donne, si j'apporte pas moi-même un peu d'espoir, un peu de sourire, un peu d'humour, comment parler d'optimisme et avoir du succès avec ça? Et puis, j'aime parler, vous aimez votre métier, vous êtes passionné, vous venez de le dire, je le suis aussi, j'aime profondément les êtres humains, et quand je vois ce que l'optimisme fait de bien
chez chacun d'entre nous, ça me donne envie de le partager pour changer la vie des gens. Rien à voir avec une secte, hein, d'accord. Non, je ne suis pas un gourou. D'accord. Et par contre, l'optimisme a pris une claque quand même ces 2 dernières années, on va le dire comme ça, malgré tout dans la population et dans l'opinion en général. Comment on se sort de ça par l'optimisme, justement? Et c'est quand c'est dur qu'on doit faire preuve d'optimisme. C'est tellement facile de dire qu'on est optimiste alors que tout va bien. Et c'est quand tout va mal qu'il faut en faire preuve. Donc oui, effectivement, ces 2 dernières années ont été très compliquées. En revanche, les optimistes ont réussi à s'en sortir un petit peu mieux parce qu'ils ont réussi à donner du sens à ce qui leur arrive. Vous savez, l'optimisme, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir les choses. Même si vous ne pouvez plus rien faire, comme on l'a vécu avec les différents confinements, eh bien, les optimistes avaient une autre attitude, c'était d'aller chercher tout ce qu'ils pouvaient encore faire. Et un optimiste va actionner des leviers sur lesquels il peut travailler. Et un optimiste est conscient qu'il est responsable de son attitude. Un optimiste vous dira, on travaille à la maison, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on ne pouvait pas le faire ou qu'on n'a pas mis en place. On a mis le télétravail en place, génial. Ou, vaut mieux, l'optimiste est quelqu'un qui arrive à dédramatiser, vaut mieux vivre le confinement aujourd'hui qu'il y a 20 ans, parce qu'à 20 ans, on n'avait pas Netflix. Donc voilà. Donc les optimistes vont toujours chercher des pistes qui vont faire qu'ils se sentent mieux, mais qu'ils arrivent même à transformer l'épreuve, et j'aime dire en conférence, transformer les pépins en pépites. Donc là est la différence. Il y a des gens qui sont bien sortis, d'autres moins bien. Et en général, les optimistes s'en sortent beaucoup mieux. Eh bien, on va vous entendre sur ces différents thèmes, sur l'optimisme, mais on va donner la parole, comme on l'a dit, aux auditeurs avant tout. Sont-ils optimistes? Celles et ceux qui nous écoutent actuellement. Et on va vous présenter aussi le livre que vous avez sorti récemment. Effectivement, là, on est en train de le montrer à la caméra avec Antoine Gélin qui est à mes côtés. On va aussi connaître avec vous les raisons de votre passage sur notre île actuellement. Vous allez nous en dire plus, tout simplement. Parler de votre actualité. Parler de votre actualité à vous, exactement. Et si je suis en train d'hésiter, parce que je suis en train de lire aussi les messages que l'on reçoit sur Facebook. Jacqueline, par exemple, regardez le verre à moitié plein et non à moitié vide. C'est important aussi de le faire de temps en temps. Donc, cultiver l'optimisme, se concentrer sur les bonnes nouvelles. On va en parler avec celles et ceux qui nous ont appelés, qui nous appellent en ce moment au 02 62 234 567. Et pendant ce temps, je vais vous montrer votre livre pour bien qu'on le voit. Avec Jean-Michel, que l'on accueille au standard. Jean-Michel, êtes-vous d'un caractère plutôt optimiste ou l'inverse? Bonjour. Oui, bonjour. Alors, justement, ça me permet d'enchaîner sur ce que vient d'évoquer votre invité. Alors, j'ai moi 64 ans, 3 enfants, 4 petits-enfants, j'ai quelques kilomètres au compteur. Donc, je veux dire... je me suis aperçu, moi, je suis comme tout le monde avec des difficultés passagères dans la vie, et je me suis aperçu qu'en gardant une attitude optimiste, avec le temps, je me suis retrouvé parfois dans des situations où je me suis dit là, c'est le coup de grâce, c'est un point de non-retour, c'est fini, je ne m'en sortirai absolument pas. Et au fur et à mesure que les années ont passé, à chaque fois, il y a eu quelque chose, je sais pas, une bouée de sauvetage, quelque chose de divin. Il y a quelque chose qui est arrivé à mon secours et je m'en suis sorti. Alors qu'une semaine avant, je me disais, c'est pas possible. Donc j'ai appris à devenir optimiste parce que je me suis dit, il y avait un nœud, on a pu le défaire et on continue à le défaire jusqu'à aujourd'hui. Et donc, comme je vous dis, j'ai appris à devenir optimiste. Tel un joueur de basket, vous avez appris à rebondir. C'est ça, rien n'est jamais perdu. En fait, c'est un peu l'idée. J'ai essayé de garder le cap malgré que je considérais que la situation était définitivement perdue. Et quelque chose s'est passé, j'ai rencontré quelqu'un, il y a eu un coup de téléphone, je sais pas d'où ça vient. Et il y a eu un petit bout de bois qui m'a fait traverser le petit morceau de le cours d'eau et je suis passé de l'autre côté et ça continue. Donc ça fait que je sais pas, je me suis dit il y a toujours quelque chose quoi. Il y a quand on garde le moral, quand on garde comme ça, il y a quelque chose qui arrive, qui est au bout. Voilà, c'est un peu le message que je vais faire passer. Je sais pas si je m'explique bien, mais bon. Ah si, voilà. C'est très clair. Très clair, Michel Poulard. Je remercie Jean-Michel pour son témoignage parce que il dit quelque chose de fondamental. J'ai appris.
Il y a une question ancestrale qui perdure depuis des lustres et des lustres, qui veut que l'adage dit on est optimiste ou on le devient. La question, elle a été posée pendant de très très nombreuses années, et différentes études scientifiques, dont entre autres des études de génétique, démontrent que nous naissons plutôt optimistes, mais nous le devenons aussi. Et en fait, ce sont des découvertes majeures, parce que ça permet aussi de prendre la responsabilité sur nos comportements. Il s'avère que le génome de l'optimisme, qui s'appelle le génome 5-HTT, ça paraît très barbare, on appelle ça le gène du bonheur en fait. Ce gène du bonheur, la très bonne nouvelle, c'est que tous les êtres humains en sont dotés. Nous naissons tous avec ce gène. Et les Français sont de plus en plus heureux, selon une dernière étude, malgré la crise sanitaire. Malgré la crise. Est-ce que c'est significatif? Est-ce que c'est pas, enfin, je sais pas, est-ce qu'on peut faire confiance à ce type d'enquête? Est-ce que vous y croyez, vous, à ce bonheur des Français? Alors, c'est vrai que le français, en général, est réputé pour être râleur et très pessimiste. Oui. C'est ce qui fait aussi que je donne beaucoup de conférences et qu'on a besoin d'optimisme. Sinon, j'en ferais plus ce métier. Il y avait un marché. J'avais un marché. Il y avait une niche, je me suis engouffré dedans. Et que, en France, en général, l'optimisme est quelque chose d'assez compliqué. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure par rapport à cette étude, c'est que nous sommes tous dotés de ce gène. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que d'autres études démontrent que nous pouvons développer l'optimisme telle une compétence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes plutôt pessimiste, eh bien, en changeant un petit peu votre état d'esprit, votre façon de voir les choses, par des exercices très simples et concrets, on peut devenir optimiste. Et merci Jean-Michel pour ce témoignage, parce que c'était un beau témoignage d'optimiste. Je ne sais pas s'il est toujours avec nous, Jean-Michel, mais merci. Merci Jean-Michel. Juste pour conclure peut-être, parce qu'on vous donne le prix, enfin comment dire, l'honneur de conclure. Oui, alors je termine par une note un peu sportive. Je suis un grand passionné de rugby. On va affronter les Blacks dimanche. Tous mes copains me disent c'est bon, on va se faire complètement tronçonner. Et ben voilà, moi je dis non, il faut jouer, on verra, et il faut être optimiste, et on battra peut-être les Blacks dimanche. Oui. Et là en l'occurrence, ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Exact. Soyons optimistes. Soyons optimistes. La France a déjà battu la Nouvelle-Zélande. Exact. Bon, quand même. Oui, non, mais ça j'étais encore au biberon à l'époque, donc. Oui, mais bon, c'est comme l'OM, la Ligue des Champions. Merci Jean-Michel. Salut Jean-Michel, merci. Merci à vous. On poursuit au standard si vous le voulez bien. Je pose la même question d'ailleurs à vous, Ibrahim. Est-ce que vous êtes plutôt d'un tempérament optimiste, ou alors les choses de la vie, l'actualité vous rend un petit peu morose? Bonjour Ibrahim. Bonjour Ibrahim. Bonjour à tous. Alors moi je pense de nature totalement optimiste, sinon ça ferait longtemps que je serais sur mon lit et que je ne bougerais plus, au vu de ce qui se passe autour de moi actuellement. Donc j'ai une petite question pour pour votre invité, monsieur Poulard, je crois. Voilà. Nous sommes sur une île où on a presque un jeune sur deux au chômage qui a moins de 30 ans. On est sur une île où des maires se font élire durant 10, 15, 20 ans. Comme monsieur Balkany, vous savez, il y a deux solutions. Soit ce sont les meilleurs maires du monde. Donc soit ce sont les meilleurs maires du monde. Il est joyeux. Oui, comme d'habitude. Soit ce sont les meilleurs maires du monde, soit ce sont des maires qui achètent les gens. À chacun de se faire son opinion. Je vis sur une île, je vais finir avec quelques petites choses, où 95% des subventions d'État et européennes ont été destinées à la monoculture ces 10 dernières années. Ça vient d'être revoté, là, le prochain programme pour les 10 prochaines années, rien ne change. Je vois tout ça. Alors en effet, je réagis, j'essaye de faire des choses pour partir vers l'optimisme, mais je vois très bien que on est sur la pente descendante. Ça veut dire que ça va de moins en moins bien. Au niveau des chiffres, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de glyphosate qui est déversé sur les terres, tout simplement parce qu'il y a de plus en plus de monoculture. Je vois que ceux qui prônent un modèle de mort ont de plus en plus de rôle au niveau de la société civile. Ça veut dire qu'ils mettent plusieurs casquettes à leur arc pour pouvoir vraiment contrôler toute la situation. J'essaye d'alerter les gens et de faire en sorte que on arrête de tuer cet environnement et on arrête de tuer socialement les jeunes qui veulent s'engager pour l'environnement, mais malheureusement jusqu'à aujourd'hui, rien n'a bougé. Alors Ibrahim, restez avec nous, vous allez échanger avec Michel Poulard, on le voit prendre des notes, peut-être juste réagir dans un premier temps à ce que vous avez dit, et je précise que vous êtes dans le monde de l'agriculture, et c'est pour ça aussi que vous êtes particulièrement concerné, que vous vous sentez concerné par ces questions-là. Voilà. Donc, comment... Donc, et quand je le dis, les personnes préfèrent ne pas rebondir sur ce que je dis, c'est-à-dire 95%, c'est-à-dire des centaines et des centaines de millions d'euros qui sont destinés vraiment à l'agriculture intensive, et ils ne le souhaitent pas
qu'il y ait de l'argent qui parte vers tout ce qui est agroécologie. L'analyse de notre invité, restez avec nous, vous allez pouvoir échanger, Michel Poulart. Ça se passe partout dans le monde, hein, il faut le savoir, et dans la France, dans toutes les régions de France. On a compris. Et de Navarre, c'est exactement la même chose qui se passe qu'à La Réunion. Ça veut dire qu'il y a des gens qui, sous forme de lobby, on a compris, Ibrahim. Juste pour qu'on puisse avoir quand même un échange, un débat, on va donner la parole aussi à notre invité, mais restez avec nous, hein, n'hésitez pas à relancer. Merci Ibrahim. Alors, vous avez fait un bilan catastrophiste de ce qu'il y a sur l'île, et puis ensuite pour dire que finalement ça se passe un peu partout. Alors, ce qui est important, c'est de comprendre que l'optimisme, ce n'est pas être dans le déni. Si on vit dans un monde tel que vous l'avez décrit, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc ça, c'est une première chose, c'est que les optimistes sont aussi des gens réalistes, et que l'optimisme est plutôt un prisme, une sorte de filtre sur Instagram où on décide, c'est la même photo, mais on met un filtre et elle paraît un peu plus belle. Ce qui est important, c'est de se poser la première question, c'est qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir faire changer les choses. Parce qu'effectivement, là, ce que Ibrahim a décrit, c'est plutôt dépendant de décisions politiques, dépendant de décisions entre lobbyistes ou de grandes entreprises. Pour le vote, pardon, mais c'est la population quand même qui décide, et justement, ou qui ne décide pas parce qu'elle ne va pas voter. Mais c'est justement là où je veux en venir quand je parle de... Merci d'avoir devancé, c'est là où je veux en venir. C'est qu'est-ce qui est en notre pouvoir ? Allez voter. Par exemple, voilà. Donc, il n'y a rien de politique en disant d'aller voter. Si vous n'êtes pas satisfait, allez vers un candidat qui semble peut-être aller plus dans votre sens. Être optimiste, c'est aussi aller chercher les bonnes nouvelles. C'est aussi aller chercher ce qui va bien. Bien entendu, l'optimiste, à nouveau, n'est pas dans le déni, mais il va aussi se dire, écoutez, vous êtes sur une île fabuleuse quand même. Hein. Je veux bien qu'il y ait des problèmes de glyphosate, etc. Mais glyphosate. Oui, voilà, glyphosate. Voilà. Oui, merci de me corriger. Faut pas rigoler avec. Mais je suis pas agriculteur, attention. C'est pas mon métier, j'ai essayé. Donc, la première chose que je pourrais suggérer à Ibrahim et tous ceux qui nous écoutent, qui sont d'accord avec lui, oui, ce qu'il dit est vrai. Mais maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, en notre position, qui fait que les choses peuvent changer. Agir, ça fait partie aussi un petit peu de la guérison. Est-ce qu'on devient plus optimiste quand on agit ? Et Ibrahim est force de proposition, du coup. L'optimisme, c'est ce qu'on appelle la lucidité de l'action. C'est-à-dire un optimiste qui est dans le fond de son canapé, comme Ibrahim disait tout à l'heure, j'aurais pu rester dans le fond de mon canapé, Ibrahim l'a dit lui-même, je me suis bougé les fesses. Un optimiste est quelqu'un qui va voir le monde du bon côté, mais va aussi y contribuer. Un optimiste qui reste dans le fond de son canapé, c'est ce qu'on appelle l'optimisme BA. C'est-à-dire qu'il est là, c'est un doux rêveur, ça change rien. C'est bien de dire que le monde de demain sera meilleur, mais je ne fais rien, et surtout je me plains que ça va mal. Un optimiste est quelqu'un qui prend sa vie en main ou contribue à un monde meilleur. Donc il participe à l'évolution, à la technologie, à l'innovation, à la créativité. Un optimiste est actif. Ibrahim. Oui, alors juste une petite chose par rapport à aller voter. J'ai un ami, par exemple, sa femme travaille pour une mairie. Quand le maire a besoin de faire une contre-manifestation, par exemple des gens écologistes qui font une manifestation, il appelle donc cette femme qui travaille pour lui, toute sa famille, les enfants, pour venir manifester. Il leur donne des petits t-shirts verts et il leur dit vous restez sur place. Et donc, en fait, voter, il faut comprendre bien qu'il y a des gens qui achètent les votes aujourd'hui. Et optimiste et dire que les gens doivent aller voter, en effet, il y a beaucoup de gens qui veulent et il y a des gens, tout simplement, lorsque vous vivez depuis 10 ans avec 400 € par mois et qu'on vous propose un poste dans la famille qui permet à toute la famille de mieux vivre durant des années, vous rentrez dans le rang. Donc il faut aussi en parler de cette chose du vote, etc. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ceux qui ont des intérêts à perdre identifient les clés de comment ils pourraient perdre par rapport à leurs intérêts et ils agissent en conséquence. Ibrahim, on va devoir conclure. Merci pour cet échange. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne fin de journée à vous. Voilà, merci beaucoup. Et on va de nouveau prendre la direction du Standard d'ici quelques instants. Avec plaisir. Juste faire un petit détour sur Facebook. Vous savez, j'ai les yeux partout. Pour saluer Fanny qui nous suit actuellement. Fanny, l'une de vos amies peut-être, Michel Poulart. Un coucou d'une amie de la Ligue des optimistes de la Réunion. Oui, voilà. Fanny en fait partie. Bonjour Fanny, merci d'être à l'écoute. Parce que vous faites partie aussi de la Ligue des optimismes de France, oui, en l'occurrence. La Ligue des optimistes de France, effectivement, qui est une organisation qui existe depuis une dizaine d'années. Ça consiste en quoi ? Tiens, c'est intéressant. Qui compte plus de 30 000 adhérents en métropole, en France, en La Réunion. Alors c'est une
association qui a été créée dans le désir de promouvoir l'optimisme en France et de publier des informations optimistes, d'aller apporter plutôt des bonnes nouvelles. D'accord. Et qui propose, par exemple, à tous ses adhérents de recevoir une newsletter, de participer à des conférences. Et la Ligue des optimistes a des délégués régionaux qui organisent des événements comme des dîners des optimistes, des petits déjeuners des optimistes pour permettre aux gens qui veulent vraiment évoluer autour de gens optimistes, de se rencontrer autour de ce thème de l'optimisme qui peut être qui peut être très large et varié, bien entendu, donc autant dans le monde de l'entreprise que dans la vie privée. Donc la Ligue des optimistes promeut l'optimisme en France et semble avoir un criant succès avec ses plus de 35 000 adhérents à l'année. On va accueillir Laurent dans 30 secondes. Vous savez ce que j'ai fait, monsieur, il y a une semaine? On appelle souvent un support technique pour dire ça marche pas, Ben, je les ai appelés pour dire merci, ça fonctionne. Oui. Le gars, derrière, il était à plat, quoi. C'est fabuleux. La gratitude, dire merci ou soi-même faire preuve de gratitude, ça fait tellement de bien à soi, aux autres. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que vous dites parce que c'est tellement vrai. Quand vous avez ce qu'on appelle, excusez-moi l'expression, une journée de merde, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de se forcer. Voilà un des exercices qui peut développer l'optimisme, c'est d'aller chercher 3, 4, 5 raisons pour lesquelles vous pourriez dire merci aujourd'hui. Il y a toujours, pour qui veut, qui cherche, une raison pour dire merci aujourd'hui. Et aussi petit soit le merci, au niveau cérébral, votre cerveau va chasser les mauvaises idées et faire place à des idées plus positives. Oui, c'est clair. Dites merci plus souvent, vraiment, vraiment, vous allez voir des visages étonnés. Ça fait du bien, on n'a pas l'habitude. Ah mais je l'ai senti au téléphone, le monsieur en l'occurrence, il dit dites donc c'est la première fois qu'on m'appelle pour me dire merci. Non mais sérieux. Exactement. Merci pour ce tuyau. Écoutez, allons-y. 02 62 2 3 4 5 6 7. Tiens, il sait de quoi il parle de côté optimisme. C'est Laurent qui travaille dans le monde de la formation, de l'emploi quelque part. Êtes-vous optimiste pour le futur dans votre profession, Laurent? Bonjour. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. Bonjour. Je commencerai déjà par vous dire merci. C'est déjà, voilà. Alors, parlez bien devant le téléphone, Laurent. Merci. Ou alors, achetez-vous un nouveau téléphone, la paye est pas tombée ou quoi? Devant le téléphone. Non, voilà. Je l'ai bien tout près de moi, collé à mon oreille. C'est mieux. Merci de nous appeler, mais merci aussi d'améliorer la qualité sonore. C'est bon, c'est mieux. C'est vrai que c'est... Je suis peut-être mal... Je crois que c'est un petit peu mieux déjà, là. Merci d'écouter RTL. Oui. On va arrêter de le dire, je pense. Ou de le regarder en live. Exact. Sur Facebook. On a tous des journées, j'ai envie de dire, somme toute identiques par un point, c'est-à-dire qu'elles commencent à telle heure, elles finissent à telle heure. Par contre, le contenu varie en fonction de ce qu'on fait, de nos métiers, de ce qu'on va rencontrer, parce que les rencontres sont porteuses de plein d'aventures, on va dire. Première rencontre dans les embouteillages. Par exemple, voilà. Un regard croisé. Même dans l'embouteillage, il y a du bon, puisqu'on va écouter un morceau de musique qu'on aime bien, on va entendre quelque chose qui nous plaît. Donc voilà. Et moi, mon rituel le matin, c'est mon petit café et puis mon journal sur une terrasse où je vais tous les matins. Et ce matin, il y avait rien de prévu à part mon café et mon journal. Et puis là, il y a un couple de personnes âgées qui ont été récupérer leur petite fille à l'aéroport. Ça m'a l'air, en tout cas, vu les valises. Et ils sont tout gais, tout heureux, tout excités, avec les yeux qui brillent de récupérer cette petite potiote de quelques années, de 8-10 ans. Et c'était très très joli à regarder. Ils ont le petit pain au chocolat, le croissant qui va bien, et puis tu vas bien, t'as bien voyagé. Enfin, c'était porteur d'amour et de joie, mais c'était surtout pour moi ce spectacle qui dit voilà, ça fait du bien. J'ai des enfants moi quasiment du même âge, et j'ai qu'une hâte, c'est de les retrouver tout à l'heure après la journée. Donc c'est j'ai envie de dire, c'est ce quotidien qui par le hasard, accidentellement, va nous amener à avoir des choses belles ou moins belles, bien sûr, parce qu'il va y avoir aussi un quotidien moins riche, moins glorieux, tel que la violence, tel que la problématique de ce virus, l'emploi, parce que moi, voilà, je m'intéresse beaucoup à ça. Quand je vois des jeunes qui sont tout heureux de décrocher un premier contrat, j'ai envie de dire c'est une victoire, mais c'est de l'optimisme pour la suite, pour l'avenir de celui qui a décroché le contrat, puis de ceux qui sont en train d'en chercher. Et puis j'ai envie de dire, moi, dans mon quotidien, j'essaye de me nourrir un petit peu, je suis une éponge, j'essaye de prendre tout ce qu'il y a de bon, un repas avec des potes entre midi et 2, c'est se retrouver ce week-end au bord de la mer. On vit dans un lieu quand même qui est formidable. Quand j'entends les gens qui, malheureusement, comme l'auditeur précédent, qui somme toute a l'air d'avoir de la tristesse et un petit peu d'amertume sur plein de choses, mais imaginez ces mêmes problèmes qu'il a cités dans la grisaille, la pluie et le froid, j'ai envie de dire, ça serait compliqué. Enfin voilà. Encore merci. C'était ma petite pensée du jour du vendredi. Pour une fois, on n'a pas parlé de bouffe.
Et puis... Bon, cela dit, ça n'empêche pas de manger quoi ce soir, Laurent? Mon Thibaut. Ah ben écoute, ce soir, ce sera vraiment, j'ai envie de dire, ce qui fait du bien le soir avec les petits et puis mon épouse, c'est le petit plateau des repas. Pizzas. Voilà, c'est ça. Oui. Des pizzas et puis on est peinard, on se prend pas le chou, on finit la semaine comme ça. Bon, ben on passe chez vous, il n'y a pas de souci. Merci, Laurent. Salut Laurent. Merci Laurent pour Merci cette à vous. intervention. Excellent week-end. Oui. 02 62 2 3 4 5 6 7. On poursuit au standard. Il y a du monde, messieurs, dames, avec Gérard et puis Joe, qui est très intéressé par ce dont vous parlez depuis le début de l'émission. Gérard, tout d'abord. Bonjour à vous, Gérard. Bonjour, Gérard. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je garde mon optimisme toujours, malgré tout ce qui se passe. Dernièrement, j'ai donné toute ma confiance à une élection que je pensais honnête et que je pensais valable parce qu'on passait à un vote numérique. Je parle de la Chambre de commerce. En 2016, il y a eu 19 000 votes et en 2021, il n'y en a eu que 11 000. Personne ne se pose la question de savoir où sont passées ces 8 000 entreprises. Cette élection est passée comme une lettre à la poste au niveau des médias et au niveau de tout le monde. Alors Gérard, si je peux me permettre, oui, vous nous avez déjà appelé pour nous en parler et on a eu Myriam Boulet il n'y a pas très longtemps de cela en ligne. Oui, c'était elle aussi l'une des opposantes à Ibrahim Patel pour cette élection à la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion. Et Myriam Boulet, en l'occurrence, elle dénonce un petit tour de passe-passe du président sortant qui a été réélu. Qui en fait s'est mis sous le nom d'une société pour pouvoir se présenter à l'élection, mais in extremis, et elle va déposer un recours devant le tribunal administratif. Là, c'est pour les faits. En l'occurrence, Michel Poulard, je pense que vous n'avez pas suivi la chose du tout, mais bon, voilà, vous l'apprenez, il y a des choses qui se passent, donc une certaine défiance envers non seulement la politique, mais les élus au sens large, même dans les chambres consulaires en l'occurrence. Et Gérard, vous étiez candidat justement. Optimiste dans le sens où nous, les professionnels, on a encore énormément de choses à apporter à la société en termes de création d'emplois et en termes de développement économique. Donc, je veux rester optimiste. Vous êtes professionnel vous-même et restaurateur, il faut le dire aussi. Et forcément, vous avez été impacté, vous êtes encore impacté à l'heure actuelle par la crise Covid. Vous nous disiez sur l'antenne il y a quelques semaines de cela que heureusement de votre côté, vous êtes propriétaire des lieux, mais pour celles et ceux qui doivent encore payer le loyer, ça ne doit vraiment pas être évident. C'est clair, je sais même pas comment ils font et aujourd'hui les gens doivent savoir que toutes les aides qu'on dit qu'on donne aux entreprises, mais c'est faux. C'est des millefeuilles administratifs et des choses qui sont incroyables à vivre. J'ai un niveau bac plus 5, il y a des mots que je comprends pas dans leur dossier, vous comprenez? Donc à un moment donné, il faut arrêter cette verticalité de l'administration vers les entreprises. C'est nous qui faisons le tissu et l'avenir de demain. Vous imaginez demain un monde rempli que de fonctionnaires, mais où sera la valeur ajoutée si on ne crée pas de l'emploi, de l'activité? Il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout, bien sûr. Je sais, heureusement, si ma femme n'était pas fonctionnaire, j'aurais fait faillite depuis longtemps. Donc il faut reconnaître les choses, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi que le monde politique comprenne qu'il faut laisser la place de temps en temps à des gens qui sont dans l'activité réelle et qui sont plus pragmatiques. Au lieu de faire des calculs. Là, je me rends compte que dans une élection consulaire, il y a eu plus de stratégie politique que dans une élection normale. Et c'est pas normal. J'ai envie de dire, en écoutant cette histoire, je ne maîtrise pas ce dossier parce que je ne connais pas. Mais en revanche, ce que j'entends, c'est que c'est une problématique qu'on peut trouver en métropole ou n'importe où ailleurs. Quand on parle de politique, les problèmes sont toujours les mêmes. Voilà. Même si je ne maîtrise pas le dossier. Je reste optimiste parce que je me dis toujours que il faut vivre le moment présent et il faut avancer. D'un autre côté, je me dis aussi qu'il y a dans une année 364 jours pour quelqu'un qui déconne, mais il y a un jour pour le gendarme. Et ce jour-là, voilà, on a juste à avoir la patience que les choses se passent et je garde cet optimisme-là. Gérard, juste une petite question avant que vous partiez, c'est très pratique. Est-ce que vous allez vous rapprocher de Myriam Boulet pour ses recours, ses actions à l'issue de ce scrutin-là, parce que vous étiez sur une liste? Est-ce que les autres membres de la liste ou vous-même allez participer finalement à cette action? Moi, j'avais de la légitimité à être dans cette liste pour exprimer toutes les difficultés des TPE, TPME à La Réunion. Aujourd'hui, je pense que les gens qui doivent se mettre en action pour dénoncer tout ça, ça ne doit pas être les autres candidats, ça doit être
une instance supérieure qui doit contrôler tout ça. Vous vous rendez compte que là, dans cette élection, on nous a donné un tableau avec des chiffres et on doit accepter. Il y a 8000 entreprises qui se sont évanouies dans la nature et on doit accepter. Donc, c'est pas Myriam Boulet qui doit faire ce job. C'est des instances qui doivent gérer la vie publique, qui doivent dire à un moment donné, bon, ben là, on doit contrôler parce qu'il y a un problème. On a un vote numérique, soi-disant, selon les spécialistes, il aurait dû avoir un engouement. Et il y a 8000 entreprises qui se sont évanouies dans la nature. Une faible participation, en effet. Voilà. Gérard. On a des jobs, on a des vies, on doit avancer. Vous reviendrez en tout cas, Gérard. Merci Gérard. Merci à vous. Merci à vous, Gérard. Et juste avant d'aller plus loin et d'accueillir Joe, on ne l'oublie pas. Je voulais saluer Karine qui nous suit, Samy, David qui nous envoie des messages sur Facebook et Culture Réunion en l'occurrence qui nous a envoyé un lien. Et c'est vrai, on ne va pas oublier d'en parler. On va toucher un petit mot, peut-être avant d'en dire plus tout à l'heure après l'intervention de Joe, sur votre intervention ici à La Réunion. Vous serez notamment en conférence ce soir à l'Université de La Réunion, au campus du Moufia, à l'amphi Charpak à 18h, c'est ça? Tout à fait, 18h30, oui, tout à fait. 18h30. Mais alors, à 18h, comme ça vous serez à l'heure. Voilà, exactement. Qu'est-ce que vous allez proposer au public? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde d'ailleurs, vos conférences? Alors, pas toujours. En général, mes conférences se trouvent dans un cadre d'événements d'entreprise, c'est-à-dire séminaires, assemblées générales, conventions, et on fait appel à un conférencier pour venir ponctuer un événement, pour venir apporter une bouffée d'air frais, pour venir apporter un regard externe par rapport à une problématique. Et parfois, il fait le show, comme vous l'avez lu tout à l'heure de ces extraits de journaux. C'est que si le conférencier a le même ton que le comité de direction qui vient de parler juste avant et qui était souvent soporifique, bon, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Donc, en général, un conférencier vient apporter du dynamisme, du peps, des idées, il est fort de propositions, vient peut-être dédramatiser, faire comprendre, aider à prendre des décisions ou à avoir conscience de certains manquements ou certaines possibilités. Voilà, un conférencier est un porteur d'espoir et, en mon sens, c'est mon interprétation, un peu un showman aussi. Petite question de curiosité avant d'accueillir Joe qui doit trépigner d'impatience derrière son téléphone. Trépigner encore un petit peu. À partir de quand conférencier devient un métier? À partir du moment où on commence à vendre ces conférences, parce qu'on est payé pour donner des conférences et qu'on commence à en faire une activité professionnelle dans laquelle on peut en tirer des revenus et un salaire suffisant que pour pouvoir lâcher son boss et se dire je commence à mon compte. Voilà, ça peut devenir un métier à partir du moment où on commence à donner 20, 30, 40, 50. Dans mon cas, c'est une centaine de conférences par an, rémunérées. Donc oui, ça devient un métier. Il n'est pas payé pour nous appeler, mais il aime ça quand même. C'est Joe qui nous accueille, qui est sur le standard. Ça fera 50 €, Joe. Bonjour. Bonjour. Bonjour, il va falloir qu'on négocie ça par contre. On va s'arranger. 49,50, allez. Non, mais je verrai avec Thibaut. Ne négociez pas avec Thibaut, c'est pas une bonne idée. Non. Je partagerai la marmite du vendredi soir. Je partagerai la marmite du vendredi. C'est ça. Bon, allez, Joe, on vous écoute. Bonjour à tous. Le sujet me passionne particulièrement parce que j'en ai fait un leitmotiv depuis quelques années et quelques drames familiaux, que l'optimisme doit être l'énergie qui nous pousse tous les matins à se lever et à accomplir nos journées du mieux possible. Et je résume souvent ça, et d'ailleurs je l'invente pas, je résume souvent l'optimisme en le mettant en contradiction avec le pessimisme. Le pessimiste, il va avoir des problèmes quand l'optimiste va avoir que des solutions. Et je me suis dit un jour qu'en fait, c'est une question de résilience, parce que la différence entre quelqu'un qui voit que les problèmes et celui qui va voir que les solutions, c'est que généralement les solutions elles coûtent. Généralement, vous êtes face à un souci, vous avez celui qui va dire non, c'est pas surmontable, c'est trop dur, c'est trop compliqué pour moi, je peux pas, j'en ai pas les moyens. Du coup, il va abandonner parce que ça lui coûte. Alors que l'optimiste, lui, va se dire, quoi qu'il m'en coûte, je vais résoudre ce problème. Ce qui va me permettre de continuer à avancer. Et moi, un jour, j'ai compris ça, je me suis dit, ben oui, en fait, c'est une question de résilience. Si demain, je vous propose allez, on va faire la hausse, demain matin, on monte à pied. Tout le monde va me dire, ah ben non, tu es fou, tu te rends compte, ça va faire mal aux jambes, les sacs vont être lourds à porter, il fait nuit, on va avoir froid. Mais du moment qu'on accepte ces contraintes, on est optimiste puisqu'on se dit, je vais y arriver. Ça n'empêche pas d'être prudent, cela dit. Ça n'empêche pas. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Le sac va être lourd. Je vais avoir mal aux jambes. Mais le but, quand je serai arrivé là-haut, je vais être content de ce que j'ai fait. Je suis optimiste. Je vais pouvoir le faire.
Il n'y a pas de raison que je puisse pas le faire. Et puis une récompense à ça, pour rester juste sur la marche. On a les paysages qui nous attendent en haut. Il y a quand même toujours cette notion de récompense au bout, malgré tout. Bien sûr. Mais il y a aussi, mais dans la vie de tous les jours, hein, à chaque fois qu'on est en face d'un problème, on a toujours l'impression, quand on est pessimiste, que c'est insurmontable. Mais c'est systématiquement surmontable. Sauf que ça coûte. Ça va coûter en argent, ça va coûter en choix, ça va coûter en plein de choses. Mais ça a un coût, en fait, pour résoudre des problèmes. Vous avez un problème familial, il y a un problème dans un couple, il faut se séparer. Ça coûte de se séparer parce qu'on a une maison en commun, parce qu'il y a des enfants. Mais quand on a accepté de passer au-dessus de ça, qu'on a accepté ce moment dur comme un pansement qu'on arrache d'un coup, ben on passe du camp du pessimiste à celui d'optimiste. Parce qu'on a accepté justement cette résilience et se dire, eh ben pour continuer à avancer, pour que je continue à avoir la vie belle, pour que je puisse m'ouvrir de nouveaux horizons, il y a des choix qu'il faut faire. Et au moment de faire ces choix-là, ceux qui le font passent dans le camp des optimistes, ceux qui le font pas, pour des raisons qui sont les leurs, hein, eh ben ils restent dans le camp des pessimistes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ben, quand on voit, comme je disais tout à l'heure, hein, ah zut, il y a l'embouteillage ce matin, je vais encore être en retard, et là, je suis pessimiste parce que tous les jours c'est la même chose, c'est un bordel. Oh, j'en peux plus, la situation s'arrangera jamais. Et je crois que Michel Poulard s'en est rendu compte lui-même ce matin. Je pense. Les embouteillages, c'est vraiment un motif d'être joyeux ici à La Réunion chaque jour. Il n'y a plus que ça à faire, c'est la seule chose qui nous reste. C'est ça. Voilà. Et en plus, vous avez la vue sur la nouvelle route du littoral. En plus, sur la route du littoral actuelle. Exact. Et il y a celui qui va se dire toujours dans ces mêmes embouteillages, eh ben, je pars 20 minutes avant, ça va me permettre d'arriver à mon travail beaucoup plus zen. En plus, je peux écouter la radio, je peux profiter du paysage. Avec un peu de chance, j'ai 5 minutes d'avance, je peux m'arrêter un café sur une terrasse, vous voyez. Au début, ça nous coûte parce qu'il faut se réveiller un peu plus tôt, donc il faut accepter de le faire. Mais à la fin, on en tire du positif. Et c'est là où moi je me dis que quand les gens comprendront que tout est surmontable, il n'y a rien d'insurmontable. C'est juste une question de choix et d'accepter le prix que ça coûte. Joe a résumé ce qu'est vraiment l'optimisme. Joe est un profond optimiste, je l'entends, et il nous apporte une information fondamentale, c'est d'arriver à donner du sens à la pire des situations. Et l'un des leviers puissants, quand on est optimiste, c'est de donner du sens à n'importe quelle épreuve, parfois même la pire. On peut vivre des événements absolument douloureux, et il y aura des gens qui vont s'apitoyer, et ce sera pour eux la fin du monde, alors que pour d'autres, ce sera un début d'autre chose, un début d'une nouvelle vie. Et ce qui est intéressant, et vous l'avez dit, hein, Johanna, le prix du bonheur, c'est de savoir que parfois l'échec est sur la route. Vous avez fait une merveilleuse allégorie. Quand on va à la montagne, on souffre pour y monter. C'est très douloureux, on a mal aux jambes, on transpire, on a soif. Parfois, c'est tellement fatigant qu'on n'a plus que nos pieds, on regarde plus que nos pieds parce qu'on est tellement crevé. Mais quand on est là-haut, la récompense est fabuleuse. Et l'optimiste va plutôt se concentrer sur ce qu'il va recevoir plutôt que sur la douleur qu'il vit aujourd'hui. Il est toujours pas dans le déni, mais il va transformer sa douleur parce qu'il a donné du sens à cette douleur et dire ça c'est génial. Et c'est ce qu'on appelle la résilience. La résilience, c'est transformer le pire en meilleur. Mais et pour conclure, oui, pour cette réponse, pour conclure, je ferai comme d'habitude, je citerai quelqu'un. Je vais citer Où ça nous ça va. Ah. Et dans une chanson, il dit un truc que je trouve magnifique, ça tient en une phrase. Le bonheur est dans votre main, il faut connaître manier. Oui, le bonheur est dans ta main, il faut savoir l'utiliser. Où ça nous ça va, c'est un groupe local. Où ça nous ça va. Voilà. Je l'avais compris. Voilà. Merci Joe. Merci Joe. Et à la semaine prochaine. Allez, à la semaine prochaine, Joe. Merci à vous. Merci Joe. Toujours gratuitement. Non, mais on va s'arranger. Des deux côtés, pas de souci, bien sûr. Voilà, c'est ça. Allez, au revoir. Allez, au revoir, Joe. Bon week-end à vous par avance. On fait une courte pause, mes amis. Le 02 62 234 567. Mandy va vous accueillir pour la libre antenne. On poursuit jusqu'à 10h. N'hésitez pas à appeler. C'est pour vous, c'est gratuit. Excellent week-end, c'est lasagne pour moi. Bon appétit à vous, Thibaut. Excellent week-end. Excusez du peu. Et oui, et on se retrouve en deuxième partie d'émission avec notre fil rouge de cette émission, Michel Poulard, ce conférencier international qui vous répond et avec qui on échange ensemble donc jusqu'à 10h. À tout à l'heure. Tout de suite. RTL Réunion. Elle est sereine, Cécile. Depuis qu'elle a pu regrouper tous ses crédits, il lui a suffi de passer à la Soréfi. C'est là qu'elle a rencontré Patrick. Avec Patrick, ils ont étudié son dossier et elle a eu son rachat de crédit, Cécile. Résultat, elle n'a plus qu'un seul prêt et une seule mensualité. Fini le casse-tête. Soréfi, la société réunionnaise de financement. Le regroupement de crédits suppose un allongement de la durée de remboursement des crédits et majore le coût total de ceux-ci, sous réserve d'acceptation par Soréfi. L'emprunteur dispose d'un délai légal de rétractation. Et si la vraie liberté était de pouvoir changer de voiture sans contrainte ?
Peugeot vous propose de repartir immédiatement avec la voiture neuve de votre choix sans rien payer pendant 3 mois. 0 € pendant 3 mois. C'est le moment de libérer vos envies. Pendant les Liberty Days, prenez le volant de votre Peugeot 208 ou SUV 2008 thermique ou électrique et bénéficiez du meilleur de la technologie Peugeot sans rien débourser. C'est ça, la Liberty by Peugeot. Peugeot. Conditions de l'offre sur Peugeot.re. Cuisine. Les amis, vous savez qui va me faire vivre un Black Friday de rêve? Oui, Ixina. Pendant le Black Friday Ixina, profitez de 2000 € en bon d'achat sur votre cuisine. Oui, à vos rêves. Voir conditions en magasin. Ixina, réélu meilleure chaîne de magasins de l'année. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Un style dynamique pour un SUV au succès indémodable. Des éléments de design noir du plus bel effet. Des détails jantes en alliage noir brillant 17 pouces. Avec le Kia Sportage Black Edition, série limitée existe en plusieurs coloris. Pendant les journées du design Kia, offrez-vous le look exclusif du Sportage Black Edition 136 chevaux diesel à partir de 397 € par mois sur 47 mois après un apport de 2000 €. Kia. Du mouvement vient l'inspiration. Détail de l'offre sur kia.re. Chez But, jusqu'au 21 novembre, votre cuiseur vapeur de riz Surfline de 500 watts et de 0,6 litres avec son intérieur en aluminium et ses accessoires à 19,99 €. But, c'est 3 magasins. Retrouvez-nous à Savannah-Saint-Paul, rue Léopold-Rambaud à Saint-Denis et à la ZAC Canabadi-Saint-Pierre. Parking gratuit. Retrouvez l'intégralité de notre catalogue sur notre page Facebook But Réunion. But, vous êtes bien chez vous. Maman, regarde, c'est la fameuse C3 Urban Live. Oh, je t'y vois tellement bien pour ta première voiture. Ce style. Et elle maîtrise son créneau. C'est la caméra de recul, ça. Oui, tu m'en avais parlé. C'est aussi celle qui a l'écran tactile 5 pouces, le kit téléphone main libre Bluetooth et le régulateur et limiteur de vitesse. Mais avec tout ça, tu peux revoir ton budget. Justement, elle est très bien équipée pour son petit prix. Mais c'est une édition limitée, il n'y en aura pas pour tout le monde. Ok, on fonce chez Citroën. En ce moment, découvrez la C3 Urban Live en édition limitée à seulement 189 € par mois. À ce prix-là, pourquoi se priver? Citroën. Voir conditions en concession ou sur citroën.re. Les magasins Gauthier, Château d'Axe et Rêve d'ailleurs font sensation pour le Black Friday. Moins 20% de remise immédiate sur le stock disponible jusqu'au 27 novembre. Profitez des 20% Black Friday. Gauthier, Château d'Axe et Rêve d'ailleurs, ZAC Canabadi et du Parc Sainte-Marie. Remise non valable sur commande et promo en cours. Flavie Flamand sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui revisite les moments forts de l'actualité et de notre mémoire collective. Notre jour J est le 16 août 1977. Le monde entier apprend la mort d'Elvis Presley. Le King devient légende. Bienvenue à Memphis. Bienvenue dans Jour J. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTL Réunion. Il est 9h. Le point sur l'actualité du jour, Johanna Martin, Yannick Pitou, bonjour à vous deux. Salut bonjour Mandy, bonjour à toutes et à tous. Et dans l'actualité, à La Réunion, et on en parlait en première partie d'émission, en général, on s'intéresse aux conditions de circulation. Comment ça circule à l'heure où l'on parle? Ça va mieux par rapport à tout à l'heure. Il y a une heure, c'était assez chargé, notamment au niveau de la route du littoral. Eh bien, ça va mieux sur cet axe routier. Ça reste un petit peu chargé du côté de l'entrée ouest de Saint-Denis, mais rien à voir avec tout à l'heure. Donc du coup, entrée ouest de Saint-Denis depuis la route du littoral un petit peu en amont. Ensuite, eh bien c'est du côté du Giratoire des Plaines à Saint-Benoît que ça pose souci. Dans l'ouest, c'est depuis l'Éperon que ça bouchonne en direction du sud, là cette fois du côté de Saint-Paul. Et puis dans le sud maintenant, c'est au niveau de l'étang salé, secteur des Sables, et ce jusqu'à Pierrefonds. Il y a des ralentissements, des zones roulantes, mais des ralentissements. Encore une fois, lever le pied. Et oui, et l'actualité qui n'est pas très joyeuse, on va revenir sur ce car scolaire et ces 2 bus qui ont été caillassés hier soir sur la commune de Saint-Louis. Oui, un bus scolaire de la Civis et 2 bus Alternéo ont été la cible d'actes de vandalisme dans le secteur de la Palissade à Saint-Louis. C'était en début de soirée. Une adolescente, notamment, a été touchée. Les directions de la Sémitel, des transports Moulin, les 2 entreprises en charge de ces services ainsi que leurs partenaires représentant l'ensemble des personnels expriment leur solidarité envers les clients blessés ou choqués suite à cette agression. Après d'une semaine de recherche
maintenant pour tenter de retrouver les 2 parachutistes disparus sur les hauteurs de Saint-Joseph. Oui, tout à fait. Les recherches qui continuent. Cette double disparition depuis samedi matin sur les hauteurs, vous l'avez dit, de Saint-Joseph, plus précisément dans le secteur de Grand Coude. Gendarmes et bénévoles sont tous les jours sur le terrain pour chercher le moindre indice, mais plus le temps passe, plus l'espoir s'amenuise de les retrouver, surtout de les retrouver vivants. Malgré tout, de nouvelles recherches doivent être lancées ce matin. Covid-19, c'est un incontournable de l'actualité. Alors, on s'intéresse beaucoup à ce qui se passe à La Réunion avec une augmentation du nombre de cas, mais on s'intéresse surtout à ce qui se passe à Maurice. La situation est particulièrement dégradée chez nos voisins. Oui, hier devant l'Assemblée nationale mauricienne, le ministre de la Santé a lâché un chiffre, 62. C'est le nombre de décès du Covid en seulement une semaine sur l'île Sœur, alors que sur la même période, La Réunion en comptait 3. La situation semble réellement inquiétante chez nos amis mauriciens et le gouvernement se retrouve face à un dilemme. Continuer d'essayer de contenir le rebond épidémique tout en évitant au pays de sombrer dans une crise économique durable. La ministre de l'Enseignement supérieur qui est à La Réunion à partir d'aujourd'hui jusqu'à lundi. Le but de cette visite pour Frédérique Vidal, réaffirmer l'accompagnement de l'État au service de la communauté de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation locale. La représentante du gouvernement se rendra notamment à l'Université de La Réunion, plus grande université ultramarine. Elle échangera avec les forces de recherche locales. Et cette question que l'on pose, en tout cas, et vous pouvez y répondre d'ailleurs sur notre page Facebook et même ce matin sur notre antenne si vous le souhaitez. Quelle perspective pour les personnes handicapées dans l'emploi? C'est surtout la question que nous poserons à notre invité dont on refait la réunion midi tout à l'heure. Laurence Alsaté-Montagne, déléguée régionale de l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, l'AGFIP, est notre invité à partir de 12h15 et jusqu'à 13h. Vos appels attendus, évidemment, au 02 62 234 567. C'est le même numéro que vous pouvez continuer à composer avec Mandy sur le standard. Et nous ne sommes pas seuls ce matin, puisque nous avons un invité exceptionnel, Michel Poulard. Il est conférencier international, spécialiste de l'optimisme et de l'audace. Donc appelez-nous et échangez directement avec notre interlocuteur au 02 62 234 567. Sur RTL Réunion, on refait la Réunion. Allons-y. Salut dans la Andy. joie et dans la bonne humeur. Bonjour à tout le monde. Salut. C'est parti. Avec Yannick. Bonjour Yannick et bienvenue. Bonjour à vous tous. Alors, très vite, en préambule, Monsieur Pitou, un petit bémol pour le premier intervenant de ce matin. Vous lui avez dit, grosso modo, il parlait des gouvernants qui gouvernent sans demander d'avis aux gens, etc. Et vous lui avez dit, les gouvernants gouvernent en demandant conseil, notamment à des scientifiques, etc., etc. Oui, parce qu'il précisait préfet et directrice de l'ARS. Il disait deux personnes qui décidaient pour la population entière. Bon, en l'occurrence, c'est un petit peu plus nuancé que ça. Il y a plusieurs personnes et Yannick notait très justement que les maires, par exemple, étaient interrogés très régulièrement sur cette crise Covid. Bon. Exactement. Aucun souci. Je suis tout à fait. Je ne nie pas ça. D'accord. Par contre, il faudrait qu'on m'explique qui est-ce qu'ils ont consulté au niveau scientifique pour nous remettre les masques à l'extérieur. Parce que toutes les études prouvent qu'à l'extérieur, il n'y a pas besoin de masques. Donc, ça s'attendra à prouver qu'ils décident sans demander à des scientifiques, par exemple. Alors déjà, c'est pas tout à fait ça, mais bon, voilà, c'est un sentiment plutôt que vous partagez là, parce que là, il n'y a pas de preuves scientifiques en l'occurrence. Vous dites juste que les études dans le monde prouvent que la contamination au milieu extérieur est quasi nulle. Oui, bon, et le masque est quand même, comment dirais-je, obligatoire dans les lieux extérieurs, notamment très fréquentés. Oui. Parce que ça s'explique pas là aussi. Mais ça se base c'est basé sur aucune raison scientifique. Parce que après, c'est une décision politique aussi. Hein. Là, ça peut être aussi une décision mais il n'y a rien de politique scientifique là-dedans. C'était la petite précision. Je ne nie pas le reste. Je cherche pas à dire que le monsieur avait raison. Non, c'est vous qui avez raison. Juste un point, là, il y a rien de scientifique. C'est pas du conseil scientifique, c'est une décision éminemment politique. Certaines de leurs décisions sont prises d'un point de vue éminemment politique et uniquement politique, sans aucun autre support. Voilà. Ça mis à part, voilà. C'était juste, vous savez, moi j'ai juste besoin de faire passer mes idées, de les exprimer. J'ai pas besoin forcément de les confronter des fois.
Voilà. Alors, Ensuite, juste Michel Poulard souhaiterait quand même échanger avec vous. Oui, parce que effectivement, on pourrait justement débattre pendant de longues heures sur la légitimité des décisions du pouvoir en place, vrai, pas vrai, ce que je ressens, peu importe. En fait, je veux revenir au cœur du sujet. L'optimiste vous posera plutôt la question, qu'est-ce que vous préférez? Le confinement ou être dehors avec un masque? Et vous voyez, ça illustre exactement ce qu'on disait l'heure précédente. Je lui répondrai, je préfère ma liberté, monsieur. Pourquoi ne me donner que 2 choix? Non. Je suis né avec plus de choix que ça. J'ai plus d'options que ces 2 seules options que vous m'offrez. Mais il y a quand même des manières de voir les choses. La situation change, par contre, au bout d'un moment. Le monde change, des situations changent. La situation demande effectivement des adaptations. Mais effectivement, quand on n'a pas le choix, parce que même dans la vie, parfois on fait face à 1 ou 2 choix. Ici, c'est pas dépendant de notre volonté. On n'a pas le choix. C'est la politique qui, que ce soit légitime ou pas. J'ai envie de dire, pour le moment, peu importe. On peut débattre pendant des heures, mais à un moment donné, si on vous donne le choix entre être confiné, enfermé chez vous ou sortir, moi, je préfère quand même sortir. Avec le masque. En fait, Yannick, ce que Michel Poulard essaie de faire, c'est de vous faire changer de point de vue, finalement. L'idée est la même, mais le point de vue est différent. J'essaye de faire. De relativiser. Oui, c'est ça. Mais ça ne fonctionne pas. Ensuite, oui. Bon. Tant que je le tiens, monsieur Poulard. Pour vous. Je vous ai écouté ce matin, et il y a quelque chose que je tenais à vous dire. J'ai eu l'impression que vous redéfinissiez le mot optimiste. C'est-à-dire que quand on regarde la définition dans le Larousse, et que vous nous dites l'optimiste, c'est quelqu'un qui ne reste pas dans son canapé à contrario, vous faites un contrario entre l'optimisme BA, l'optimisme... Non, il n'y a pas de ça. C'est optimiste ou pessimiste, et les définitions sont claires en français. Si on n'utilise pas les mêmes, on ne peut pas s'entendre. Alors vous avez vu le Larousse, est-ce que vous pourriez me donner la définition du Larousse, s'il vous plaît? C'est quelqu'un qui voit le bien dans toutes les choses, qui essaie de tirer le bien de toutes les choses qui lui arrivent. Oui, voilà. Vous l'avez résumé. Alors, je l'ai sous les yeux, qui est porté par son caractère à voir tout en bien, à s'estimer satisfait de ce qui arrive, à être confiant dans l'avenir. Voilà. D'accord. Alors moi, je trouve ça aussi bête que l'inverse. Réponse quand même de Michel Poulard. C'est là où je vais plus loin que cette définition, parce qu'effectivement, cette définition est pour moi pas complète. Parce que c'est une définition du Larousse, mais ce n'est pas une définition telle que je la défends. L'optimisme, effectivement, c'est de voir le monde d'un meilleur côté. Mais à nouveau, voir les mondes du meilleur côté, si vous ne faites rien, il ne se passe rien. L'optimisme sans action, on l'a vu tout à l'heure avec Joe, qui a été vraiment un témoin de l'optimisme, qui est une énergie qui pousse à prendre des décisions. Juste faire un constat et de se dire demain tout ira mieux. Oui, vous êtes d'accord, c'est sympa, mais si vous ne faites rien, qu'est-ce qui se passe? L'optimisme ne vous sert strictement à rien. L'optimisme, c'est juste qu'on continue à avancer, monsieur. Oui, mais je vais avoir 45 ans, et je continue à vivre. Je continue à vivre. Je ne me donne pas la mort. Je suis optimiste. Donc vous êtes dans l'action. Demain. De toute façon, je n'ai pas le choix. Sinon, je serais SDF, clochard, ou enfin, je ne pourrais pas vous appeler. Si je n'étais pas dans l'action, si je ne travaillais pas, si je ne faisais pas ce que je dois faire, je ne m'en sortirais pas. C'est ça la vie. C'est faire ce qu'on doit faire. Mais il y a des personnes, Yannick, qui ne le font pas, ou en tout cas qui n'y arrivent pas, ou qui n'arrivent pas à passer finalement les difficultés qui les entourent pour justement continuer d'avancer. Donc voilà, il faut comme... Non, il y en a que non. Est-ce que tout le monde peut être optimiste? Ça, c'est une vraie question. Est-ce que tout le monde peut avancer? Est-ce que tout le monde peut... Est-ce qu'on a toujours les moyens de ses ambitions aussi, finalement? Enfin, on peut se poser plein de questions autour de ça. Absolument. Alors, est-ce que tout le monde peut? J'ai envie de dire oui. Mais est-ce que tout le monde sait? C'est encore une autre question. Et puis, il y a des contextes. Il y a des contextes psychologiques, sociaux. Il y a plein de contextes qui font que c'est peut-être plus difficile pour certains que d'autres. Il faut l'admettre. On n'est pas dans le déni. Mais techniquement, j'ai envie de dire, techniquement, oui, tout le monde Yannick, peut l'être. On doit conclure avec vous, Yannick. Oui, vite fait là-dessus. Vous avez répété plusieurs fois que l'optimiste n'est pas dans le déni. Alors effectivement, vous n'êtes peut-être pas dans le déni, mais vous êtes dans la sélection d'informations qui arrivent jusqu'à vous. Mais voilà. C'est ça l'optimisme, comme le pessimisme, c'est je sélectionne ce que je veux retenir. Vous avez compris? Vous avez tout compris, Yannick. Je sélectionne ce que j'ai envie de retenir. Non, mais même s'il dit la même chose que vous n'êtes pas d'accord, Yannick. Vous comprenez à quel point c'est vicieux ce que vous faites. Et en plus, vous ne voulez pas le débat. C'est ce que vous avez dit au début de votre intervention. Vous souhaitez transmettre votre message, mais vous ne souhaitez pas débattre. Quand quelqu'un dit quelque chose, vous n'êtes pas content. Enfin, je comprends pas, en fait, au final. Vous comprenez? Quand je dis la sélection, c'est la sélection des informations. On ne sélectionne pas ce qui nous arrive. Vous sélectionnez juste les trucs positifs. Vous préférez voir le truc positif. En fait, il faut tout prendre. Et même, par exemple, voilà, mon père a tué ma mère, trouve le bon côté là-dedans.
Allez Yannick, au revoir, parce que je pense que là, on arrive au bout. On dévie un petit peu. Merci Yannick. Merci Yannick et bonne journée à vous. Yannick est parti, mais je pense que beaucoup de gens pensent comme Yannick, et je pense que c'est important de rebondir, c'est qu'effectivement, on ne choisit pas ce qui nous arrive. Il y a des moments où on ne choisit pas ce qui nous arrive. Et là où Yannick a raison, c'est que quand on ne choisit pas ce qu'on arrive, ce qu'on peut choisir, c'est ce que je vais faire avec ce qui m'arrive. Et c'est ça la force de l'optimisme. Effectivement, parfois je subis les affres de la vie ou des autres, mais l'optimiste se dit, ok, je le subis, qu'est-ce que je peux faire pour transformer ? L'optimiste est responsable de sa vie, quoi qu'il lui arrive. Pas responsable de ce qui lui arrive, mais de ce qu'il va en faire. Voilà Yannick, merci d'avoir été avec nous. Le 02 62 234 567. On poursuit au standard, messieurs, si ça vous va. Exactement, mais moi, il n'y a pas de souci. Et on accueille Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Bonjour. Bonjour, voilà, c'était pour vous dire simplement qu'il ne faut pas toujours se plaindre de la bouche pleine. Et il faut aller dans le nord, parce qu'à Berck, et c'est le nord, et les gens se bouchent. Et voilà. Il n'y a pas qu'à Berck, hein, on imagine. Vous êtes originaire de cet endroit? On salue Berck d'ailleurs. Mais on les salue, hein, bien entendu. Hein. Mais pourquoi? Pourquoi le Nord? Béatrice est partie. Elle avait son message à passer. Elle l'a passé. Elle est passée. Oh, bah, okay. Elle est partie. Et voilà. Au revoir Béatrice. Donc voilà, soyons optimistes. J'en profite en fait pour vous poser quelques petites questions et pour rappeler que vous êtes l'un des conférenciers français distingués aux États-Unis par le CISP. Voilà, mon accent est excellent, j'espère. Bon, c'est le Certified Speaking Professional. C'est ça. Voilà. C'est ça. C'est une sorte d'Oscar pour le conférencier. En fait, c'est une sorte d'Oscar, comme on a Oscar au cinéma ou un César au cinéma. C'est le César du conférencier, c'est le Saint Graal pour un conférencier qui est primé aux États-Unis. Et c'est pour un conférencier un vrai accomplissement, parce qu'être reconnu par le pays du public speaking par excellence, c'est très honorifique. Donc oui, je fais partie des 4 rares conférenciers en France à être honoré de cette distinction. On va prendre de nouveau la direction du standard dans quelques instants. Juste, on a entendu Yannick par exemple, on vous a parlé de ses auditeurs peut-être parfois un peu angoissés. Là, on a vu que la crise Covid, en l'occurrence, c'était son sujet de préoccupation. Il doit porter le masque en extérieur, il n'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est encore une restriction de liberté, on l'entend souvent. Difficile effectivement de rester optimiste dans ce genre de situation. En tout cas, quand on a cette opinion et qu'on ne veut peut-être pas en sortir. Enfin, je sais pas, j'essaye de pas te porter de jugement, Yannick, mais une observation. Crise Covid, climat, emploi, la COP26, est-ce qu'il faut en parler? Voilà, comment s'en sortir justement et quel message transmettre à la jeunesse face à ce type d'information en fait. Et juste pour compléter le propos de Yannick concernant le climat, on parle d'éco-anxiété en ce moment, donc c'est un peu un climat général aussi dans la population. Comment on s'en sort? Et je pense qu'il y a même une forme de culpabilisation pour nous culpabiliser. Bon, parfois ça peut fonctionner psychologiquement, mais c'est une pression incommensurable. Je pense qu'il faut aussi dédramatiser avec ce qui se passe avec nos jeunes. Je pense que nos jeunes se débrouillent très bien. Je pense que c'est plutôt nous, les adultes et les générations précédentes, qui culpabilisent et on la trouille pour les jeunes. Mais j'ai encore vu des jeunes cette semaine. J'ai eu le plaisir de voir tout leur dynamisme et leur envie de prendre à bras le corps le monde. Et vous savez, toutes les générations se sont plaintes que ce sera plus dur pour les générations suivantes. Nos parents se plaignaient de leurs enfants, etc., etc. Moi, je suis confiant. Je suis confiant et je sais que, avec vraiment une conviction profonde, que les jeunes construiront le monde que nous leur laissons aujourd'hui, peut-être en piètre état, mais au fond, le monde a toujours bougé. Je veux dire, chaque période de la vie a été ponctuée par des révolutions. Qu'on parle de révolution industrielle, ça a été aussi une révolution dans laquelle les gens pensaient qu'on allait tous mourir. Quand il y a des métiers qui disparaissent, on sait aujourd'hui, par exemple, ça peut faire peur. On sait que d'ici 2030, 85% des métiers n'existent pas encore. Bon, mais ça veut dire qu'il faut les créer. Donc on vit dans une période de l'histoire de l'humanité où on peut encore créer plein de métiers. Mais pour relativiser, dans toute l'histoire de l'humanité, il y a des métiers qui apparaissent puis qui disparaissent. Je veux dire, maréchal ferrant, il y a moins de chevaux, il y a moins de maréchal ferrant, mais ça n'a pas empêché l'humanité de se transformer. Je pense que la confiance est importante. Et la confiance qu'on peut avoir dans nos jeunes, ils vont créer le monde de demain. Et je pense qu'ils ont tout en eux, ils ont la volonté. On voit ces jeunes beaucoup plus développés, ils ont accès à Internet, ils ont accès à l'information. Et parlons-en de l'information, on parlait de choisir. Tout à l'heure, Yannick disait, oui, mais vous sélectionnez. Mais oui, je sélectionne. Bien sûr, on peut se plaindre que tout est anxiogène autour de nous, mais on peut aussi choisir l'information que l'on veut recevoir. C'est pas se couper du monde, mais c'est doser l'information. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe, mais moi, je choisis de me concentrer plus sur ce qui se passe bien, tout en sachant tout ce qui se passe mal. Et c'est un choix, effectivement, je sélectionne. On devient un petit peu ce qu'on consomme.
en termes d'information aussi. On devient aussi ce qu'on fréquente, comme on devient ce qu'on mange. Concentrons-nous, si vous le voulez bien, sur le prochain appel, la prochaine auditrice ou le prochain auditeur. C'est Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. Oui, bonjour messieurs, dames, pardon. D'abord pour vous remercier de laisser s'exprimer, puis je trouve que vous avez un ton libre et ouvert, et voilà, on parlait de remercier, oui, moi voilà. Je remercie votre radio, je vous remercie de laisser les gens s'exprimer et de le faire, d'être assez objectif. Bon, même si chacun a on est honnête. Opinion. Avant même d'être objectif, en fait, quand on est journaliste, et c'est Jean-Pierre Germain que je salue qui me disait ça. Il faut être honnête avant même d'être objectif. Voilà, mais c'est même plus fort, on va dire. Très belle. Non, mais on le sent, c'est très bien. Après, je voulais dire concernant l'optimisme, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant et d'important, puisque en tant qu'être humain, on est dominé par nos peurs. La peur qui est un mécanisme de survie d'ailleurs, qui est importante, et donc je trouve que c'est important parce que c'est vrai qu'on peut dans le monde, notamment comme il va actuellement, on peut bien sûr trouver 1000 raisons de désespérer. Par contre, moi je rebondis un peu. Alors, vous avez un peu répondu, votre invité, puis il y avait un autre auditeur aussi. Alors moi j'avais deux questions. L'optimisme, alors. Votre invité disait on sélectionne les informations positives tout en ayant connaissance des informations négatives. Mais moi, j'avais une question générale. Bon, est-ce qu'on ne développe pas aussi un esprit un peu béat, un peu candide, non ? Un peu candide, qui fait que finalement, je prends par exemple l'exemple d'un embouteillage. Et c'est très bien d'ailleurs, c'est une bonne chose. On va le prendre de bon côté, on a le temps. Un auditeur disait on vient 20 minutes plus tôt. Mais de notre côté, le côté un peu pessimiste permet malgré tout d'être plus critique. C'est une autre vision et peut-être d'analyser justement davantage ce côté négatif que l'optimisme peut empêcher. Je reste malgré tout plutôt pour l'optimisme, bien sûr. Mais voilà, ça c'était ma première question. Est-ce que ça, l'optimisme, ne rend pas un petit peu aveugle malgré le fait que on essaye de bien voir, de bien comprendre les choses. Voilà, sur la réalité. En étant optimiste, justement, le pessimisme a peut-être un peu a des vertus aussi malgré tout. Mais je suis pour l'optimisme, encore une fois. Et puis deuxième chose, un événement ou une mauvaise information grave, douloureux, etc. vous tombe dessus. Et là, je m'adresse à votre invité. Qu'est-ce qu'on peut concrètement faire dans l'immédiat ou dans les prochains jours pour développer davantage, passer le cap. Restez avec nous, Jacques. On va. Pardon. Excusez-moi. Voilà, non, c'est moi qui vous ai coupé et ça a rassuré les propos. La réponse de notre interlocuteur, restez en ligne et vous conclurez juste après. Alors la question, c'est l'optimisme rend-il pas un petit peu aveugle ? Oui. Bien sûr, clairement oui. Moi aussi, je fais preuve d'honnêteté, mais c'est un choix, mais sans être complètement aveugle, sans faire preuve de cécité cognitive. C'est-à-dire que je rends mon cerveau complètement hermétique à tout ce qui est négatif. Mais on aura plutôt tendance, et je l'entends souvent, à dire que le pessimiste est plus réaliste que l'optimisme. Non, le pessimisme est un prisme, comme l'optimisme, c'est une interprétation que l'on donne à une information. L'information, c'est ça la réalité. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre cerveau fonctionne avec des filtres. Notre cerveau capte des dizaines de milliers d'informations à la seconde au travers de nos 5 sens, et il doit faire un choix, le choix qui va nous convenir. Et j'ai envie de dire, quelles sont les émotions qui vous portent et vous font du bien ? Ça ne veut pas dire qu'on est dans le déni, on connaît l'information, mais arrêtons de penser que le pessimisme, c'est être plus réaliste, et que l'optimisme, c'est être candide. Oui, c'est vrai, c'est un petit peu candide, mais je le choisis parce que ça me fait sentir mieux et ça me permet d'avancer, ça me permet de rebondir, ça me permet de croire en l'avenir, ça me permet de transformer le négatif en positif. Pour reprendre un petit peu l'exemple de Jacques avec ses embouteillages, justement, si tout le monde s'en accommode finalement, si tout le monde essaye de trouver des solutions pour mieux le vivre, finalement, on aurait peut-être tendance à se dire pourquoi ça changerait finalement. Voilà, est-ce que quand on n'est pas je crois que c'est ça, Jacques, si on est critique, du coup, on pousse à trouver des solutions pour que ça change. Alors, l'esprit critique, c'est l'avis de votre invité. Moi, je suis pour l'optimisme. Oui, bien sûr, non, ça on n'en doute pas, Jacques, mais c'est vrai que la question est intéressante. C'est un filtre et qui n'est pas le meilleur. Je suis tout à fait d'accord. Alors, ça dépend qui n'est pas le meilleur. C'est comme le pessimisme n'est pas forcément le meilleur. Mais effectivement, là, vous avez raison, Johanna, c'est se dire, si tout le monde se dit tout va bien, il change plus rien. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où la richesse de nos comportements peut faire que le monde bouge. C'est que nous avons justement des optimistes et des pessimistes. Faut pas oublier que c'est un pessimiste qui a inventé le parachute.
Donc, on a aussi besoin des esprits pessimistes pour créer cette richesse des échanges et cette richesse émotionnelle qu'on peut avoir, cette créativité. Effectivement, si le monde entier était tellement optimiste, trop optimiste, vous auriez encore 2 fois plus de bouchons qu'aujourd'hui. Parce que tout le monde trouverait ça chouette. Alors, dans l'instant T, ça nous aide à transformer ce moment difficile en quelque chose de plus supportable. Mais disons que l'optimisme, c'est aussi quelqu'un qui comprend que c'est aussi une problématique et va essayer de trouver des solutions. J'ai vu que vous avez un beau pont qui traverse, là, qui est en travaux, magnifique. Je sais pas quand c'est qu'il va ouvrir. Mais c'est une première solution. Mais effectivement, je trouve ça très intéressant. Je vois à vos yeux que c'est peut-être un débat que j'ai lancé. Ah oui, non, la NRL, on est d'accord, on parle de la nouvelle route du littoral, Le j'imagine. viaduc de la nouvelle route du littoral, la partie digue, on n'en parle même pas. Il est très beau. Il est beau, voilà. J'ai dit qu'il était beau, j'en savais pas plus. Voilà. On va dire au revoir à Jacques et lui remercier pour son appel. Vous ne m'avez pas répondu sur ma deuxième question. Oui. Concrètement, vous avez une mauvaise nouvelle qui vous tombe dessus, quelque chose de très douloureux, etc. Et monsieur, excusez-moi, Monsieur Poulard, oui. Monsieur Poulard, qu'est-ce qu'on peut concrètement faire pour garder le cap et garder le cap de l'optimisme? Alors, la première chose, c'est de comprendre que optimiste ou pessimiste, on accepte nos émotions. C'est-à-dire, quand on a une expérience douloureuse, c'est qu'il faut l'accueillir et l'accepter. Comme tout un chacun, il m'arrive moi aussi de râler, il m'arrive moi aussi d'être déçu, il m'arrive même d'être en colère, il m'arrive aussi de me sentir mal, comme tout le monde. Ouf, je suis normal. Donc, on est normaux. Ce qui est important, c'est de savoir que l'optimiste, quand il a une mauvaise nouvelle, il la prend en pleine face et il doit la gérer. Ce qui va faire la différence, c'est comment je vais traiter l'information. Comment cette information va être gérée. Comment je vais faire un deuil, ou comment je vais trouver une nouvelle idée, ou comment je vais sortir, comment je vais me trouver un nouveau boulot. Et l'optimiste va se poser des questions qui va le mettre en action. Il va se poser des questions qui vont l'aider à transformer cette situation douloureuse en situation plus supportable. Et ensuite, donner du sens à l'épreuve est une des belles capacités qu'ont les optimistes. Donner du sens à l'épreuve, c'est par exemple, prenons un exemple tout simple, un chrétien ou un croyant, pas que les chrétiens, mais un croyant qui croit en l'au-delà, va considérer la mort comme un peu plus supportable, même si la personne nous manque. L'idée qu'on va pouvoir retrouver cette personne dans un au-delà rend la mort déjà beaucoup plus supportable. C'est ça le fonctionnement de l'optimisme, et arriver à donner du sens au pire. Mais avoir la foi, c'est être optimiste. Mais oui, absolument. Et l'optimisme est quelque part un acte de foi. Voilà, Jacques. Merci pour vos réponses. Merci à vous, Jacques. Et je vous souhaite une très bonne journée à vous tous. Merci. Nous aussi, Jacques, merci beaucoup. Bonne journée à vous. Alors, je ne sais pas si on va réussir à être optimiste ou pas, mais il y a un camion en panne sur la route des Tamarins, sur la voie de droite, 600 mètres avant la sortie de la Saline-les-Bains, en direction du sud. Merci à cet auditeur Alain de nous avoir donné l'info. On poursuit cette fois-ci avec Mickaël. Bonjour Mickaël et bienvenue à vous. Bonjour Mickaël. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors rapidement, parce que moi j'aimerais bien quand même parler avec votre intervenant ce matin. Rapidement, on va prendre quand même des 10 minutes. Moi, alors en fin de compte, je suis représentant de parents d'élèves sur l'école Pablo Picasso à Saint-Pierre. Donc on a un petit groupe de parents qui aujourd'hui, je sais pas si vous avez lu un petit peu les journaux, sur cette école-là, il y a eu des problématiques, notamment sur un risque d'effondrement de la toiture, des bâtiments qui sont assez vieux, parce qu'en moyenne, entre 60 et 70 ans d'existence. Ouais. La mairie a fait le nécessaire en faisant une expertise et en constatant qu'il manquait une poutrelle pour se tenir, des poutrelles pour se tenir le plafond à certains niveaux. Donc, c'est qui a provoqué une défaillance du bâtiment et des fissures, etc. Donc, d'où le risque d'effondrement. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, ils ont mis un dispositif temporaire pour sécuriser avec des étais de chantier qui sont camouflés à l'intérieur de plaques de placo. De toute façon, ça a été dit un petit peu dans les journaux. Nous, on a eu les rapports. Tout ça, avec évidemment des experts, des sociétés expertes et agréées qui sont venus contrôler et évidemment nous assurer que en donnant leur aval, que les enfants sont en sécurité, notamment pour le risque d'effondrement. Donc là-dessus, on va dire que la solution est réglée temporairement, mais évidemment, on attend des travaux définitifs qui vont prendre je sais pas combien de temps, parce qu'ils
pourront intervenir que pendant les vacances. Donc notre problématique aujourd'hui, c'est la situation de ces enfants qui sont dans des classes avec effectivement des, pour vous schématiser un peu, des blocs, des piliers, parce que bon, les étés, il fallait les camoufler avec des feuilles de placo qui représentent facilement 1 mètre carré au sol d'emprise. Donc on a des poteaux comme ça, 3 ou 4 en plein milieu de la salle, qui empêchent une visibilité des enfants du tableau, qui empêchent aussi un échange. Il y a des dysfonctionnements. En fait, je fais ça pour avancer un peu parce que bien sûr, on est beaucoup dans l'explication. On est beaucoup dans sûr. l'explication et voilà. Donc on a vu, vous avez manifesté, on a reçu un courriel. Vous essayez d'interpeller finalement le rectorat, vous essayez d'interpeller un maximum de monde. Et la problématique aujourd'hui, je pense que de manière générale, bon, ils font une commission de sécurité qui vont passer, qui attestent que voilà, les enfants peuvent travailler totalement. Mais au final, on prend pas vraiment le sens vraiment de la chose, c'est-à-dire est-ce que nos enfants sont des conditions idéales pour travailler correctement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous prône qu'à La Réunion, on a un taux d'illettrisme qui est bas, on a un taux d'échec scolaire qui est élevé, d'illettrisme qui est élevé, échec scolaire qui est élevé. Vous avez une question spécifique, Michael, pour notre invité? La vous reste moins de 2 minutes. Moins de 2 minutes. Alors, si on veut basculer sur autre chose, moi, je pense qu'à un moment donné, est-ce que l'optimisme n'est pas forcément une facette pour parfois nous obliger à ne pas faire des choix, par exemple. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans certaines situations, on peut se dire que la situation peut être grave, mais au lieu de faire face à cette situation, on préfère être optimiste, justement pour oublier cette situation qui est grave et de pas prendre les choix qu'il faut, quoi, tout simplement. Bah écoutez, ça répond. Merci Mickaël. Ça s'appelle le déni. L'optimisme, c'est pas être dans le déni. L'optimisme, c'est être dans l'action et c'est dire comment je vais transformer ce qui m'arrive. Le déni, alors parfois le déni peut nous aider à supporter une situation, d'accord, mais le déni ne résout pas la situation. Et l'optimisme, ça va être une attitude qui va nous permettre effectivement de supporter une situation compliquée, douloureuse ou très lourde à porter, mais surtout on va essayer de s'en sortir. Et en la transformant, c'est ce qui s'appelle la résilience. Mais on ne peut pas faire preuve de résilience si on est dans le déni. Ben écoutez, voilà une réponse, un élément de réponse pour Michael. Et ça tombe bien parce qu'on n'a plus beaucoup de temps en attendant la pub. Merci de nous avoir appelés. On espère que la situation va s'arranger pour vous. Vous nous rappellerez, vous nous tiendrez informés concernant l'école de vos enfants. L'école Picasso, donc à Saint-Pierre. Exactement. Merci beaucoup et vous reviendrez nous voir. On a donc une courte pause et on se retrouve juste après. Avant, je rappelle qu'il y a un camion en panne sur la voie de droite, 600 mètres avant la sortie de la Saline-les-Bains. En direction du sud, nous sommes sur la route des Tamarins. À tout de suite avec Samuel. RTL Réunion. Chez Kitem en novembre, Kitem, c'est l'ambiance summer à des prix fous. Retrouvez vos articles préférés à Sainte-Suzanne, quartier français ou sur www.kitem.re. Kitem. Payez en 10 fois sans frais, voire conditions en magasin. Un crédit vous engage. Vérifiez vos capacités de remboursement. Kitem. Promo anniversaire chez Espace Optique Saint-Denis. C'est Noël avant l'heure. Une 3e paire offerte pour tous, quelle que soit votre mutuelle. Même pour les bénéficiaires de la CMU C2S et quel que soit votre budget. Espace Optique Saint-Denis, ce sont des offres exceptionnelles pour tout achat de lunettes de vue, valables jusqu'au 31 décembre. Plus d'infos sur notre page Facebook Espace Optique ou en magasin. Votre santé, c'est important. Vous avez une difficulté, une réclamation ou une plainte à formuler à l'établissement de santé que vous fréquentez? Adressez-vous au représentant des usagers de la santé. C'est quoi un représentant des usagers? C'est une personne bénévole issue d'une association agréée de santé et formée par France Asso Santé La Réunion. Elle vous oriente, vous aide et vous accompagne dans vos démarches. Elle veille au respect de vos droits et de vos intérêts. En clair, elle est votre porte-parole. Comment les contacter? Demandez à l'accueil de l'établissement auprès du secrétariat ou de la direction. Retrouvez leurs coordonnées dans le livret d'accueil ou sur le site internet. N'hésitez plus, demandez-les. Avec France Asso Santé La Réunion, votre voix compte. RTL Réunion, les grosses têtes. C'est un gars, ils vont sur les marchés, ils vendent des matelas et des culottes. Et il rentre à la maison, le premier jour de vente, il fait « Ah chérie, dis donc, ça s'annonce bien. J'ai vendu 2 matelas, 50 culottes, ça nous fait 500 €. » Et la gonzesse, il fait « Bah moi, avec un matelas et 100 culottes, 1500 balles. » Ah oui, on est un peu dans le même esprit. Ces deux clochards, ils dorment sous un pont, puis à tâton, elle cherche un truc, et puis elle sent quelque chose de dur. Elle se réveille, elle fait « Mais chérie, tu bandes ?» Puis non, je chie. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL Réunion.
La voyance. Au début d'année prochaine, ça serait une rencontre sérieuse avec laquelle vous pouvez faire vraiment un bon bout de chemin. Cette personne va vous convenir. Mais avant ça, comme je vous dis, je vous vois rencontrer 2 personnes. La première ne correspond pas à vos attentes. Oui, d'accord. La voyance, tous les samedis, 9h-10h sur RTL Réunion. Vous écoutez RTL Réunion à Sainte-Suzanne sur le 101.1. Sur RTL Réunion. On refait la réunion. Mais qui revoilà, c'est nous, 02 62 2 3 4 5 6 7 pour intervenir sur notre antenne. Mais quel joli livre avec un joli titre pour réussir, oser, échouer. Oui, c'est le livre de notre invité ce matin, Michel Bollard, qui nous fait le plaisir de nous accompagner pendant cette libre antenne, qui répond à nos questions, qui répond aux vôtres surtout, qui échange avec nous. En fait, l'émission de débat, on va dire l'ADN n'a pas changé. Finalement, vous nous appelez, on échange au 02 62 2 3 4 5 6 7. Mais c'est vrai que on est tourné vers l'optimisme ce matin, vers l'audace. Il faut oser pour faire avancer les choses et surtout ne pas rester inerte. Voilà, aller dans l'action, c'est un petit peu ce que l'on a retenu jusqu'ici. Eh bien, on va continuer à en parler, sans doute avec nos prochaines auditrices et auditeurs sur le standard. Oui, avant d'accueillir Samuel, du coup, l'optimisme et tous ses secrets se trouvent dans le livre de Michel Bollard. Proposez-nous, bien, la plus belle proposition optimiste pour vaincre nos situations un petit peu quotidiennes. Et le bouquin sera à vous. Voilà. On fait un jeu là. On est en train de faire un jeu. C'est ça que vous êtes en train de Vous dire. offrez le livre. Oh, que vous êtes généreux. Ouais, on est comme ça. On est fous. C'est vous qui l'offrez concrètement. C'est pas nous. Donc c'est ça. Alors pour gagner, qu'est-ce qu'il faut faire Proposez-nous la plus belle. Alors c'est un petit peu répétitif ce que je dis, mais je pense que c'est vous, Michel Bollard. Faites la plus belle proposition pour arriver à transformer les jours qui viennent, qui semblent être quand même assez moroses, en quelque chose de plus agréable et plus supportable pour chacun d'entre nous. Faites-nous une belle proposition optimiste. Comment traverser les jours qui viennent alors que les nouvelles semblent assez négatives. Michel, c'est vous qui choisirez le gagnant ou la gagnante. Allez, c'est lui. Samuel, c'est à vous. Ouais. Oui, bonjour à tous. Bonjour. Oui, c'est un vaste sujet, l'optimisme. C'est moi, je pense que c'est en premier lieu, c'est une question de personnalité. Je pense que vous avez des gens qui, dans leur fond intérieur, au plus profond d'eux-mêmes, ont toujours une part d'optimisme qui est là et qui est prêt à surgir par rapport à n'importe quelle situation. Et il y en a d'autres où cette part d'optimisme est peut-être moins importante, donc ils se laissent submerger par le côté pessimiste. Et c'est ce qui fait la différence entre deux personnes. Mettez deux personnes face à une même situation et on va voir tout de suite celle qui aura le côté optimiste le plus important et qui va s'efforcer de trouver une solution ou de réagir par rapport à une situation plus ou moins grave. Une question de personnalité selon vous, mais est-ce que ça peut être aussi une question d'éducation? Et la question est posée peut-être aussi à notre invité. Je pense que ça peut avoir une influence aussi. Vous savez, moi je pense que quand vous êtes l'expérience, vous avez des parents qui vont être optimistes et qui vont, malgré toutes les difficultés de la vie, vont essayer de faire tous les efforts possibles pour se sortir de situations. Je pense que c'est l'exemple. On garde quand même un peu cet exemple-là devant nous et je pense que on peut cultiver ce côté optimiste. Hein. Moi, dans ma vie, ça a toujours été, souvent on m'a dit mais comment tu fais pour réagir de telle ou telle façon par rapport à des situations plus ou moins graves. J'ai eu à vivre des situations où j'ai failli perdre la vie il y a quelques années et des infirmières me disaient mais comment vous faites pour réagir comme ça? Je dis qu'est-ce que ça va changer? Si je pleure, est-ce que ma situation va changer? Je dis non. Bon, j'essaye de profiter au maximum de ce qui peut éventuellement me rester. Et puis, ça m'a permis de surmonter, de me battre et puis de me sortir de cette situation et de continuer à vivre. Alors, ça ne résout pas forcément les choses, mais ça peut aider. Et ça peut nous apporter justement ce côté de se battre. Moi, je me souviens d'une phrase de Tapi. Tapi disait toujours quand il était dans les affaires financières, quand il a commencé à être vraiment avoir une place très importante au niveau national, il disait, vous savez, c'est pas quand tout va bien qu'on s'en sort.
c'est quand il y a la merde qu'on s'en sort et que on fait fortune. Parce que justement, on peut pas tomber plus bas. Et quand on a envie de se battre et on a envie de s'en sortir, on crée. Et on remonte forcément, du coup. Voilà. Et je pense que ça, c'est très important. Je veux dire que on peut être face à des situations difficiles, comme le disait votre invité. Si on n'essaye pas de voir et de juger la situation et de vouloir s'en sortir, même si on sait que ça va être compliqué, ça sera encore beaucoup plus compliqué si on se laisse aller. Et il faut se battre. C'est la seule solution. Samuel, restez avec nous si vous voulez, je vous laisserai conclure, mais peut-être une réaction de notre invité, justement, qui vous écoute attentivement depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous inspire ce témoignage ? Déjà, merci Samuel, parce que vous avez résumé en 2 phrases un petit peu ce qu'est aussi l'optimisme. J'essaye de profiter au maximum. Ça ne résout pas toujours les choses, mais ça les rend plus supportables. Et c'est vrai, le fait d'être optimiste n'est pas forcément toujours la solution, mais le fait que ce soit plus supportable, comme par exemple la situation du Covid, il n'y a pas de solution pour le moment, on peut rien y faire, on subit, mais le fait d'apporter un regard plus positif sur les choses qu'on peut encore faire, ça le rend plus supportable. On l'a dit en début d'émission d'ailleurs. Et ensuite, la première question qui a été posée tout à l'heure, c'était est-ce que l'optimisme est une attitude qui est forgée par l'éducation ? Oui, l'éducation. Oui, mais je pense que l'éducation a un rôle très important à jouer. On a parlé de personnalité, on a parlé d'éducation, et j'ai rajouté aussi peut-être l'expérience. Oui, et les expériences de vie. En fait, on est forgé par tout ce qu'on vit. On est forgé par notre éducation, on est forgé par la scolarité, on est forgé peut-être par notre religion, on est forgé par notre culture. En fait, on est les sommes de tout ce qu'on a vécu. Et l'optimisme peut être effectivement, si on a tous ce fameux génome du bonheur en nous, il peut être par éducation un peu détruit dans l'œuf, comme il peut être développé. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde peut devenir optimiste par des exercices intellectuels et mentaux à mettre en place très facilement. Mais oui, dans un premier temps, l'éducation est très lourde dans ce qu'on est aujourd'hui. Oui, tout à fait. Moi, j'utilise souvent une phrase quand on me parle de certaines choses. Et on va conclure, s'il vous plaît, Samuel. Moi, je dis toujours, je dis, il y a mieux, mais il y a pire. Et moi, j'essaye de me baser par rapport au pire, et je me dis, je dois faire mieux. On va conclure sur cette très belle phrase. Parfait, merci Samuel. Merci Samuel. Bonne journée à tous. Merci à vous aussi, à bientôt. Au revoir. Au revoir Samuel. Et vous nous disiez, Mandy, qu'il y avait beaucoup de gens sur le standard. Oui. Effectivement, on va y aller. Mais juste pour que tout le monde puisse jouer à ce jeu, qu'ils répondent aussi finalement et qu'ils nous fassent des propositions pour gagner ce livre que vous voyez à l'image sur notre page Facebook RTL Réunion. Votre proposition, on peut peut-être juste rappeler la question. Et jusqu'à 10h, on va dire, on peut l'emporter pour celles et ceux qui nous appellent. La question qui était, je vous laisse l'honneur de nous le rappeler. Quelle proposition pouvez-vous nous faire pour supporter et rendre les jours qui suivent beaucoup plus supportables, malgré la situation sanitaire que l'on vit ? À vos idées. On accueille Roger. Vous avez un nouvel adepte. Bonjour Roger. Bonjour Roger. Bonjour à tous. Bonjour. Comme je disais à Mandy, ce matin j'ai pris une claque et je vous en remercie parce que j'arrivais pas à définir qui j'étais véritablement et voilà, c'est ça que je suis. Je suis un optimiste avéré et convaincu. Alors à chaque phrase que vous disiez, j'étais dans ma voiture en train d'acquiescer exactement ce que vous étiez en train de dire. Alors moi j'ai plus après une logique de bienveillant et de malveillance qui m'a permis de faire une sélection autour de moi pour dire parce que je sais qu'il y a des gens qui sont là que pour vous déverser leurs poubelles sur la figure et d'autres qui sont là pour peut-être pas les ramasser mais les trier et de véritablement de voir quel est le produit qu'on peut jeter et celui qu'on peut garder. C'est vrai que c'est difficile de faire passer cet optimisme à des malveillants, c'est très difficile, mais je prends du temps pour ça et franchement je suis j'ai passé vous m'avez fait passer une bonne journée parce que je sais que maintenant qui je suis et je pourrais arriver à dire un mot dans mon caractère d'être optimiste. Je le suis véritablement. Roger, donc, on va. De plus, Oui, très bien. Vous remporterez peut-être le livre que l'on fait gagner ce matin. D'ailleurs, votre proposition justement pour aider à sortir finalement de cette crise, pour aider à avancer. Qu'est-ce que vous... Pour la rendre plus supportable. Plus supportable. Aider mentalement à la supporter. Voilà. La particularité de rendre quelque chose de plus supportable, c'est quoi ? C'est d'avoir une vision complètement différente.
alors je suis pas très perché comme garçon, mais d'avoir une sorte de troisième œil, de dire voilà, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme la pluie. Il y a des gens qui disent mince, il pleut. On peut rien faire contre la pluie. Par contre, s'il pleut, tu prends ton joli petit parapluie, tu sors dehors et tu fais autre chose. Donc ça veut dire que cette crise-là, il faut la voir un petit peu avec ce troisième œil. On a un vaccin, on peut pas faire autre chose. On a un vaccin, on nous dit alors même si on n'écoute pas toujours ce qu'on nous dit, on nous dit de faire ça pour être protégé. On l'a quasiment tous fait à 70 ou 80%, et on se porte mieux. Je suis vacciné, je vais au restaurant, etc., etc. Donc de quelque chose de négatif, trouver je vais imaginer mes propos. C'est comme si j'avais un mur devant moi et que je me tapais la tête contre un mur et que je faisais 3 pas en arrière et que je me dise merde, ce mur je peux le contourner à droite parce que derrière il y a des choses intéressantes. Mais je vois pas ce qu'il y a derrière parce que je suis devant le mur. Il y a peut-être d'autres solutions en fait. Voilà, exactement. Mais c'est surtout le voir dans une dimension différente. Pas voir, on peut rien faire contre. Si on ne peut rien faire contre quelque chose, regardons-le d'une autre manière. On peut rien faire contre la pluie. Roger, on va libérer la ligne parce qu'on a du monde. Oui, bien sûr. Voilà, peut-être juste une réaction de notre invité et ensuite on passera au prochain auditeur. Mais quand j'écoute Roger, déjà, je suis touché de savoir qu'il a compris qui il est. Bravo, merci RTL d'exister. Mais ça me donne envie de... 50 €. On avait dit 49,50 tout à l'heure. Ça me fait penser à cette phrase que je dis régulièrement dans mes conférences, c'est que les optimistes savent qu'ils ne sont pas à l'abri des tempêtes, mais ils sont convaincus qu'aucune d'elles ne le submergera. Et je pense que ça résume ce que Roger vient de dire. C'est très bien. Merci Roger. Merci Roger. Je vous en prie. Bonne journée Roger. à vous. Merci pour votre appel plein d'optimisme. On enchaîne avec Jean-Baptiste. Bonjour Oui, Jean-Baptiste. bonjour. Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour, moi je ne m'appelle pas pour gagner le livre, mais je voudrais savoir au sein du PQ, il peut acheter ce livre-là. vous Dans voulez toutes les acheter bonnes carrément. librairies, j'imagine. Non, je sais pas. À la librairie, a À la priori. librairie, simplement. non. Vous demandez Michel D'accord. Poulart, donc Monsieur comment il s'appelle? Michel Poulart. Ah, Michel Poulard, d'accord. Pour réussir, oser, échouer. Ouais, ce sera peut-être plus simple de retenir le titre que mon nom. Pour réussir, Ça, c'est oser, sûr. échouer. Michel Voilà. Poulard. C'est c'est l'un des- différent. Je suis C'est d'accord. pas très créole, hein, je le conviens. Voilà. Oui, Ça fait la richesse. moi, ce qui interpelle moi là, c'est que on dirait comme si dans les situations d'optimisme, il faudrait nous confondre ça dans l'esprit de la jeunesse, quoi. Parce qu'en fin de compte, moi, elle a grandi moi, elle est né en 53. Je suis né en 53. Vous comprenez, elle comprend un peu créole, sinon, autre du voler. Oui. Il n'y a pas de souci. J'essaie de lire les sous-titres. Donc, Voilà. oui, parce qu'en fin de compte, moi, ça va de ce principe vers, quand je dis éducation, c'est-à-dire éducation vers l'optimisme. C'est-à-dire, on dit que les gens pourraient être optimistes. Mais quand on est dans une situation de précarité, alors on me pose la question, est-ce que, c'est-à-dire ces gens qui vivent en précarité, et peut-être qu'ils, mais pas ma question, est-ce qu'ils savent pas qu'ils sont dans la précarité, comment aller vers l'optimisme? Comment être optimiste quand on se débat toute la journée dans la situation pénible, travail, tout ce qu'on veut, famille, familiale. Je me semble un petit peu d'accord avec M. Roger, moins avec M. Samuel, mais il comprend ce qu'il veut dire. Parce que me voit, moi, un petit peu, c'est un simple lambda, autour de moi, me voit que les gens, je ne dis pas l'optimisme, ils vivent un peu dans le pessimisme de ne pas croire que demain sera meilleur. Et moi, je pense, peut-être je me trompe pas moi, que s'il y en a des gens qui écrivent des livres, c'est parce que peut-être d'aller plutôt vers le haut que vers le bas. Est-ce que tu comprends ce qu'il veut dire? Oui, justement. Alors, pour répondre à Jean-Baptiste, Michel, eh bien, voilà, quand la précarité, pour prendre cet exemple, touche une personne, qu'elle a touché déjà ses parents, qu'on a peur qu'elle touche effectivement ses enfants, comment, avec sur ce terreau-là qui ne bénéficie pas forcément à l'optimisme, eh bien, on peut trouver la petite graine qui va germer pour croire que demain sera meilleur, pour reprendre les mots de Jean-Baptiste. Comme disait Roger tout à l'heure, l'un de nos auditeurs précédents, l'optimisme, c'est une vision. Et effectivement, la précarité, c'est pas facile à vivre. Je veux dire, moi-même, je connais des gens qui sont dans une profonde précarité. Néanmoins, je connais des gens qui sont dans la profonde précarité et qui arrivent à dire qu'ils sont encore heureux. Et au fond, le bonheur est là où on est. Et bien entendu, c'est dur. Ils en bavent. C'est pas évident. Les fins de mois, déjà, sont à la moitié du mois. C'est déjà le fin de mois pour eux, voire même avant. Et c'est très compliqué, c'est oppressant, c'est stressant, c'est dur. Et je connais néanmoins des gens qui ont cette vision de dire, je regarde ce que j'ai encore. Et cet optimisme, à nouveau, c'est pas être dans le déni, mais c'est
face à l'impuissance, parce que parfois nous sommes impuissants face à des événements, entre autres ceux-ci, c'est qu'est-ce qui me reste pour pouvoir dire que je suis heureux? Ça peut être le regard de mon enfant, ça peut être le temps que je passe avec lui, ça peut être un dessin que mon enfant m'a donné. Ça peut paraître très enfantin ce que je vous dis, mais ça ne l'est pas. S'accrocher à des choses qui vous font du bien. Ensuite, il y a encore une autre attitude à porter, c'est qu'est-ce que j'ai en mon pouvoir pour peut-être créer quelque chose, une nouvelle situation? Est-ce que peut-être je dois déménager? Peut-être dois-je accepter ce job que je ne voulais pas accepter il y a 2 semaines? À nouveau, ce ne sont pas des clichés que je donne, mais qu'est-ce que je peux faire? Où c'est que je pose mon regard? Et comme disait Roger, quelle est la vision que je me fais de ce que j'ai aujourd'hui? Vous savez, la première claque que j'ai reçue avec la précarité, c'est quand j'étais en Asie, en Thaïlande, et que j'ai fait un trek dans la savane, enfin pas la savane, la jungle, pardon. Et dans la jungle, on a été accueillis par des villageois qui vivaient dans des maisons de bambou. Et la seule énergie qu'ils avaient, c'était du feu. La seule énergie qu'ils avaient, il n'y avait pas d'électricité, rien du tout. Et ces gens nous ont accueillis avec le sourire. Les Thaïlandais sont connus pour leur sourire. Et j'ai été profondément ému de voir que ces gens qui avaient 100 fois moins que moi m'ont accueilli bien mieux que certaines personnes qui en avaient 100 fois plus. Et j'ai redéfini le bonheur grâce à eux, en fait. C'est qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai? Voilà. On doit conclure Jean-Baptiste avec vous, s'il vous plaît. Jean-Baptiste. On peut appeler ça en fin de compte, parce que si on est forgé, donc peut-être on peut être dirigé inconsciemment. C'est-à-dire, là, vous êtes, là, comme vous dites, quand vous y allez en Thaïlande, eux, là-bas, ils ont moi, je m'appelle ça le monopole de la gentillesse. Oui. Ils ont ça en eux. C'est vrai. Donc, nous, si on vient ici, si on sort un peu, pas pour la Réunion, peut-être aussi un peu pour l'Hexagone, c'est-à-dire, tout est dans la... C'est-à-dire, même dans la précarité, on peut avoir la gentillesse. Je suis d'accord avec vous, ce que vous dites. C'est vrai. Jean-Baptiste, on doit conclure. Un dernier mot, voilà, oui, je Jean-Baptiste. suis le garant du temps avec Mandy, là. C'est pas ça. Donc, bon, ok, mais là, c'est le dernier mot. Ok. Voilà, merci Jean-Baptiste. Et la paix dans le cœur. La paix dans le cœur, oui, on n'oublie pas. Le fameux. Et puis, je voulais juste, en attendant, parce qu'il y a encore 2 auditeurs, donc, et disons 10 minutes, saluer Christelle, que l'on connaît bien, qui nous a envoyé un message sur Facebook. Pour être optimiste, il faut se tourner vers l'histoire et se dire si nos ancêtres ont pu survivre à toutes les horreurs qu'ils ont subi toutes ces horreurs, pourquoi pas nous? Et on va pouvoir témoigner un jour dans les écoles et dire voilà comment nous avons survécu, se tourner vers le passé. Donc c'est important tout en préparant l'avenir. On embrasse Christelle. Merci Christelle pour ce beau regard. Frédéric, bonjour. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Alors, bonjour. Bonjour à tout le monde sur le plateau. J'aime beaucoup le sujet aussi. Donc, je voudrais apporter un regard un peu différent, parce que, si vous voulez, là pour le moment, l'optimisme est présenté comme, prenons un langage métaphorique, comme une bouteille d'eau. C'est bon, servez-vous un peu de cette eau-là et buvez un bon verre d'optimisme et puis ça ira beaucoup mieux. Mais finalement, on parle de l'eau. Là, à ce niveau-là, quand elle est arrivée dans la bouteille et qu'on se sert un verre. Mais finalement, l'eau, c'est aussi une source, c'est aussi un chemin. Comment elle est devenue cette eau? Comment elle est arrivée dans la bouteille, etc. Et c'est ça le plus intéressant. Et je pense que l'optimisme aujourd'hui ne peut être atteint. Pourquoi? Parce qu'on est sur une société qui est égocentrée, où l'égocentrisme est le mode de fonctionnement. Or, si vous voulez, il y a une autre façon de voir qui est de dire le jour où on arrive à penser, au lieu de penser moi, être égocentré, et on peut mourir en pensant moi, c'est un état enfant de la conscience. Le jour où on se met à penser l'autre et moi, on devient adulte, c'est là qu'on peut enfin commencer à apprendre. Et ce que je voulais dire par là, c'est que l'optimisme, ça se construit. On devient optimiste. Oui, et ça se construit. On devient optimiste peu à peu. Alors, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, peu à peu, par la force de nos choix, de nos attitudes, et des intentions qui vont animer ces choix et ces attitudes, forcément, à un moment donné, ça porte du fruit. Et dans la philosophie populaire, on dit on juge l'arbre par rapport au fruit. L'arbre, c'est nous. Mais si on est concentré uniquement sur nous, de toute façon, si on commence que comme ça, l'optimisme, il est loin d'être atteint. Frédéric, votre proposition pour aller mieux alors que la crise est en cours, qu'il y a des crises partout, de toute manière, c'est la crise forcément pour quelqu'un quelque part, mais on pense à la crise sanitaire, notamment en ce moment. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour avancer à l'heure actuelle, notamment à La Réunion? Eh bien, écoutez... Vaste question.
Et vous n'avez Oui, pas 2 là, heures. c'est question. Oui, bien sûr. Mais si vous voulez, c'est déjà, comme je disais, commencer à penser à l'autre. Voilà, l'autre. Mais qu'est-ce que je peux faire? Commençons à être bienveillants, bienfaisants, courtois, etc. Vous allez dire, mais c'est le monde des bisounours. Non, et que vous êtes généreux, train de en dire. fait. Hein, c'est ce qu'on entend dans votre propos, Frédéric. Mais finalement... Comme un film si de on- Noël, en fait. Voilà. Oui, mais ça paraît utopique, et pourtant, ça ne l'est pas. Ouais, pas tant, parce que Frédéric, je trouve ça très bien ce que vous dites, parce que c'est justement dans les moments les plus difficiles qu'on voit qu'il y a beaucoup de solidarité. C'est dans les moments les plus durs où on voit les gens vraiment être plus généreux que d'habitude. Et ça, c'est une belle qualité, que l'on soit français ou pas. On peut critiquer l'Hexagone, les Français tant qu'on veut, mais dès qu'il y a un coup dur, les gens vont dans la rue, s'aident, s'entraident, et on le voit régulièrement. Il y a eu suffisamment de drames, on a vécu suffisamment de drames en France pour dire que dans ces drames, on a vu ces élans de solidarité qui font énormément de bien. N'oublions pas que la France est l'un des pays qui compte le plus d'associations au monde. Et donc, c'est pas pour rien, c'est qu'on a quand même, quelque part, on est des râleurs, mais on aime bien donner. Et donc, merci Frédéric, parce que c'est vrai. Merci Frédéric. De penser aux autres, et c'est peut-être aussi une solution, c'est si je pensais plus aux autres qu'à moi. Frédéric, pour conclure, s'il vous plaît, en deux petits mots. Ben voilà, qu'il y a une loi dans la nature, vous voyez. Hein, dans la nature, il y a une loi qui s'appelle la loi du choc en retour ou de l'écho. D'accord? Si vous allez vous mettre devant un endroit où il y a un écho, si vous criez « j'aime la vie, qu'est-ce qui va vous revenir? Ben, vous allez avoir la même chose en retour. Ben, Frédéric, c'est une très belle phrase. On va conclure là-dessus et vous remporterez peut-être le livre. Merci de en notre tout cas, invité. Frédéric. Voilà, un dernier auditeur et ensuite on conclura. Voilà, on accueille Roland. Vous êtes le dernier. Bonjour. Bonjour. Bonjour l'équipe, bonjour la Réunion. Moi, je vais gagner le livre. En 2 mots, je dirais comme ça là, quand il lève le matin, il dit que ça il peut faire pour mon pays avancer. Mais il voulait dire ça, donc à nous résumer que ça se décide. Voilà. À nous de décider quand on se lève le matin, finalement, de faire des choix pour que on puisse avancer. C'était les sous-titres. Pour faire avancer l'île aussi, d'ailleurs, dans le propos de Roland. Roland, si vous voulez bien, on va vraiment conclure parce que Non, mais c'est que moi, je voulais juste dire ça. C'était ce que vous vouliez dire, voilà. Souvent, des fois, on nous dit que ça, la société peut faire pour nous, mais nous, quand nous lève le matin, nous doit dire que ça nous peut faire pour que mon pays y avance. Exactement, et pas toujours attendre les autres, mais nous-mêmes être acteurs, et prendre des décisions aussi. Ben Roland, c'était un petit peu court, mais on doit vraiment conclure. Merci Roland. Bonne journée et reste comme société. Merci. Merci Roland. Au revoir Roland. Oui, on doit conclure. On doit rappeler que vous êtes à La Réunion pendant quelques jours, pour présenter, pour animer des conférences. Oui, et vous serez entre autres ce soir, au campus du Moufia, c'est bien ça? Exactement. C'est ça, tout à fait. Voilà, L'université à de La 18h. Réunion. Voilà. Et 18h, pas 18h30. C'est 18h, effectivement, je confirme. C'est moi qui me suis trompé, j'étais pessimiste. Mais donc, accès à tous, donc tout le monde est bienvenu. Voilà, c'est ouvert. Super. Qui gagne le livre? Du coup... Eh bien, qui gagne le livre? Ah oui, c'est vrai que... Parmi les dernières réactions. Écoutez, moi, j'ai quand même été touché par le témoignage de Roger, tout à l'heure. Ah. Eh bien, Roger, voilà, le nom est tiré au sort. Voilà, tiré au sort. Il faudrait qu'il contacte le standard. C'est pas vraiment un tirage au sort. C'est son numéro, je vais le recontacter. C'est un choix. Voilà, je trouve ça sensationnel. C'est bien Roger qui a dit que grâce à l'émission, il a découvert qu'il y était. Exactement. Je trouve que si la radio a rempli une mission et apporté quelque chose de si fort à quelqu'un, il peut gagner un livre. Exactement, très bien. On espère que vous allez en faire bon usage. Ce livre que vous voyez là sur la page Facebook RTL Réunion. Certaines choses, vous évoquez plein de choses pendant vos conférences, vous parlez de burn-out, la métaphore du sac poubelle, vous parlez de plein de choses. Juste un petit mot sur cette métaphore, parce qu'on a encore quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Très vite, j'explique en conférence que les optimistes sont très attachés à la qualité des questions qu'ils se posent. Et on l'a compris maintenant au cours de cette émission, c'est la qualité des réponses que vous allez vous poser, enfin les questions que vous allez vous poser va apporter des réponses. Si vos questions c'est pourquoi moi, vous n'aurez jamais la réponse. Si la question c'est pourquoi ça tombe toujours sur moi et ça ne tombe que sur moi, vous allez vous victimiser, vous n'allez pas trouver les réponses. Donc l'optimiste va chercher des réponses qui vont lui permettre d'avancer ou de trouver des solutions. Et avec cette métaphore, je suis très visuel dans mes conférences. J'ai un sac poubelle plié dans ma poche, je le sors et beaucoup de gens pensent que c'est un portefeuille. Et j'explique que la vision qu'on porte sur quelque chose devient notre réalité. Or, ce portefeuille, je l'explique, ce n'est pas un portefeuille, je le déplie en expliquant que la qualité des questions qu'on va se poser va faire que ce problème va prendre une ampleur différente. Et cette ampleur devient tellement grande que le sac poubelle, je le gonfle jusqu'à même entrer dedans. Je suis dans le sac poubelle littéralement. J'illustre que, à force d'avoir attaché de l'attention à
à ce problème-là, je n'ai pas trouvé de solution, je n'étais pas câblé solution. Et ensuite, j'explique comment sortir de ce problème avec une vision différente. Et vous dites aussi bousculons l'économie avec optimisme. C'est un terme fort, surtout à l'heure actuelle. Ah, absolument, parce que je pense profondément que, et nous avons la chance, et il faut le dire, on est dans un pays qui est très entreprenant. Nous avons beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de start-up. Je pense que beaucoup de gens veulent entreprendre. Et pour moi, bousculer l'optimisme bousculer l'économie avec optimisme, c'est être entrepreneur optimiste, c'est comment je peux créer de nouvelles richesses, comment je peux créer mon entreprise, comment je peux créer de l'emploi, et effectivement pas être dans l'attentisme, mais être soi-même acteur de ce changement économique. Et cette question que l'on a posée aux auditeurs, que faire justement pour avancer à l'heure actuelle, et le monde d'après, finalement, c'est quoi pour vous ? Le monde d'après ne peut être que meilleur, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde, qu'on fait un flashback, et c'est une de nos auditrices qui l'a suggéré de regarder notre histoire, et j'ai cette même démarche, je me dis, aujourd'hui, on vit quand même beaucoup mieux qu'il y a 30 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans, et je suis confiant, beaucoup de gens ont peur du numérique, ont peur de l'intelligence artificielle. Les personnes âgées notamment. Bien sûr, mais on en a peur parce qu'on ne comprend pas, et j'ai envie de dire, quand on regarde l'histoire, on a eu peur de la locomotive à vapeur, c'était la machine du diable, on a eu peur du téléphone, on pensait qu'on allait être électrocuté. Donc, les technologies ont toujours fait partie de notre histoire. Je pense que demain sera forcément meilleur qu'aujourd'hui, et ça me donne envie d'y vivre. Eh bien, c'est très bien. Merci d'avoir été en direct avec nous, en tout cas ce matin, Michel Poulard, et d'avoir participé activement à cette émission avec Johanna, avec Thibaut tout à l'heure et Mandy au standard. On aurait pu faire 2 heures de plus parce qu'il y a eu beaucoup de monde au standard. Exactement, on a essayé de faire au plus vite, en même temps de vous donner la parole malgré tout, parce que il faut quand même qu'on puisse vous entendre, vous exprimer. Merci. Même si cette émission, c'est une émission pour les auditrices et les auditeurs. On rappelle le nom de votre livre, Pour réussir, oser échouer. Montrez-le, votre livre, vous-même directement. La caméra, voilà, ici. Voilà, exactement. Donc le livre qui a été remporté par un auditeur, on va le garder aussi à la rédaction, on va le lire en détail pour peut-être avancer, en tout cas vous proposer des pistes pour avancer justement, des propositions. Vous n'avez pas la science infuse, mais ce sont des propositions. Voilà, ce sont des propositions. Si vous faites ça, vous vous sentirez déjà un petit peu mieux, c'est déjà ça de gagner. Eh bien, c'est déjà ça de gagner. En tout cas, on espère que, comme nous, vous avez apprécié cette émission, que vous allez un petit peu mieux. Et en plus, le week-end arrive, donc on a tous des raisons d'être optimistes. Exactement. À midi. À midi, on parle de... Merci beaucoup, Michel Poulard. Merci. Très rapidement, à midi, on parle de handicap avec la GFIP. Donc, rendez-vous midi et quart, 13h. Merci encore, Michel Poulard, pour la touche d'optimisme. Voilà, merci beaucoup. Et même pour ceux qui travaillent, soyez optimistes, courageux pour ce week-end. Exact. Salut. Allez, salut. On refait la réunion avec Iris Jardin, spécialiste piscine, spa et arrosage. Visitez notre boutique à Saint-Pierre ou sur irisjardin.re. Ce matin, quelques nuages circulent dans l'Est au lever du jour et puis le soleil va briller, vous allez le remarquer assez rapidement, un peu partout. En fin de matinée, les habituelles grisailles de pente vont s'installer, couronnant ainsi le relief de l'île. Cependant, les îlets seront souvent sous les éclaircies